Alors bonjour, bienvenue à tout le monde. Mon nom c'est Gilles Gagné, je suis professeur associé, retraité au département de sociologie de l'Université Laval. Je suis aussi membre du comité de rédaction des Cahiers Société, une revue qui est disponible sur Érudit. Les cahiers vont publier dans les jours qui viennent un important débat entre des experts portant sur la situation énergétique du Québec dans le contexte de la crise climatique. Pour accompagner ce débat, nous avons décidé d'organiser des rencontres publiques sur la question énergétique. Et nous commençons aujourd'hui en sollicitant l'expérience et les lumières de Mme Martine Ouellette. Alors, Martine Ouellette, bienvenue à l'Université Laval. Merci. Comme ça arrive parfois, Martine Ouellette n'a pas besoin de longues présentations. Elle est ingénieure mécanique de formation, elle est détentrice d'un MBA. Elle a été ministre des Ressources naturelles, députée à Québec, chef du Bloc québécois. Elle a également travaillé à l'Hydro-Québec pendant près de 20 ans, principalement comme gestionnaire en efficacité énergétique auprès des grands consommateurs industriels. Elle s'est impliquée dans la société civile, en particulier avec Eau Secours, une coalition pour la gestion responsable de l'eau. Elle est maintenant chef de Climat Québec. On pourrait ajouter militante citoyenne de l'urgence climatique. Alors, dans les 2 heures qui vont suivre, je vais d'abord poser 5 questions à notre invité, ce qui permettra de faire un premier tour de la question. Puis, dans la 2e heure de la rencontre, vous pourrez prendre la relève et poser des questions pour aller plus loin. Je dis 1 heure, 2 heures, mais ça peut être 40 minutes, 30 minutes, mais on verra comment les choses se présentent. Je vais d'abord faire une brève mise en situation. Nous entrons dans une période de contraction des ressources naturelles où la question d'énergie va devenir la question cardinale pour ce qui est de la question climatique. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée en 1992 déjà. Elle a amené au protocole de Kyoto de 1997. Le Québec semblait alors dans une position extrêmement favorable pour faire sa part dans l'effort international d'une manière exemplaire. En effet, depuis les années 70, le mouvement écologique québécois avait ouvert la voie de belle manière. Les mobilisations populaires sur les pluies acides et les CFC avaient contribué au protocole de Montréal. La lutte contre les centrales au gaz, contre les ports méthaniers, contre les pipelines Trans-Québec, contre la fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent, Anticosti et j'en passe, avait donné une impulsion encourageante, on pourrait dire merci à André Bélil, donné une impulsion encourageante à l'action climatique, à laquelle il ne manquait plus qu'une intervention résolue de l'État. Comme on le sait, depuis 2017, le Québec a finalement adopté des cibles fort modestes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, alors que le Québec avait tout pour faire sa part dans l'effort climatique et qu'il jouissait d'une situation initiale extrêmement favorable à cause de l'hydroélectricité, il est maintenant à redouter que nous n'atteignions ni nos cibles de 2030, ni celles de 2050. En matière d'hydroélectricité, nous sommes passés, comme du jour au lendemain, d'une situation de surplus à une situation presque de rationnement, comme si la planification à long terme d'Hydro-Québec dépendait maintenant de la psychologie de ses dirigeants. Alors, si vous voulez bien, Martine Ouellette, nous allons reprendre un à un les éléments de la conjoncture pour profiter de votre expérience pratique dans ce domaine et faire un peu le ménage dans les enjeux. Alors, commençons par les explications de nos difficultés à atteindre les cibles climatiques. Les uns expliquent la chose en disant que les Québécois sont trop attachés à leur consommation, le pick-up et la piscine chauffée, comme quelqu'un dit, et qu'ils approuvent par leur comportement le freinage des mesures de transition. C'est ça le problème. D'autres disent qu'Hydro-Québec a perdu le feu sacré. Peut-être l'eau sacrée, en tout cas. Hydro-Québec a perdu le feu sacré, qu'elle ne fait plus partie de la solution, qu'elle est incapable de fournir l'électricité dont nous aurons besoin pour la transition.
D'autres, finalement, disent que le secteur public québécois n'a ni les compétences, ni les ressources requises pour faire face à la crise climatique, que les Québécois ne font plus confiance en l'État et qu'il faut maintenant appeler à la rescousse le génie et le capital privé pour y arriver. Alors, Martine Ouellette, ma première question est une grande simplicité. Que pensez-vous de ces explications de l'engourdissement actuel? Toute une question, donc toute une question qui met bien la place sur l'ensemble du débat. En fait, je dirais l'engourdissement. L'engourdissement vient beaucoup de la désinformation. Il y a toute une désinformation qui se fait actuellement au niveau énergétique. Et l'énergie, c'est la base de toute activité. Fait qu'on ne peut pas passer à côté. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, Hydro-Québec a utilisé ses surplus pour faire de la croissance à tout prix, donc de l'exportation, puis je vais revenir à perte, ça va nous coûter de l'argent, pour accueillir un nombre phénoménal de nouvelles usines qui va aussi nous coûter de l'argent. Et là, on se retrouve en situation de pénurie. Donc, les surplus n'ont pas été utilisés pour la décarbonation. Et c'est quoi la décarbonation? C'est quoi la transition énergétique? Parce que c'est tellement utilisé à tout vent, ce mot-là, pour justifier à peu près n'importe quelle décision économique actuellement. La transition énergétique au Québec, parce que c'est pas la même chose partout sur la planète, mais au Québec, c'est de sortir le pétrole et le gaz de notre équation énergétique. On n'a pas de charbon ici. C'est ça la transition énergétique. Et donc, au lieu de sortir le gaz, puis le gaz encore plus que le pétrole, parce que le gaz, c'est du gaz de schiste. Le gaz de schiste, ça émet encore plus de gaz à effet de serre que le pétrole, parce que c'est le méthane. Et le méthane est beaucoup plus émetteur que le pétrole, que le CO2. Donc, il faut sortir le gaz en priorité de notre équation énergétique. C'est ça la solution. Donc, notre électricité n'a pas servi à ça, malheureusement. Et lorsqu'on parle des habitudes de consommation des gens, moi, je déplore qu'on va tout le temps sur la culpabilisation individuelle. Et on essaie de monter, je dis souvent, le conducteur de pick-up avec l'utilisateur de transport en commun ou cycliste. Hein? Donc, et donc là, on divise. Diviser pour régner, ça a toujours fonctionné. On fait de la chicane dans la population. Le premier enjeu, c'est sortir le gaz de notre équation énergétique et c'est d'investir en transport collectif. C'est comme ça qu'on va réussir. Et là, il y avait plusieurs éléments dans la question. Et donc, juste vous dire qu'au niveau résidentiel, c'est juste 4% des émissions de gaz à effet de serre. Fait que oui, il y a des choses à faire, on va y revenir plus tard. Sortir le gaz et, par exemple, les thermopompes électriques, c'est 30% d'économie par rapport à des plaintes électriques. Fait que oui, il y a des choses à faire, mais c'est des choses qui doivent venir de l'État. C'est pas tant dans les gestes individuels, c'est des choix où l'État doit donner un support. Mais c'est 30% du côté industriel. C'est là qu'il faut viser du côté industriel. C'est là les grosses émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, Ciment Mécanisme. Qu'est-ce qu'on a eu d'affaires à accueillir cette entreprise-là chez nous? Et je dois vous avouer, c'était sous le gouvernement de Mme Marois. J'étais ministre des Ressources naturelles, mais je peux vous dire, j'étais la seule à dire ça n'a pas de bon sens de ne pas faire de BAP. C'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre du Québec. Une seule usine, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre du Québec, qui fait du ciment. Puis le ciment, on le sait, c'est un des matériaux les plus polluants et c'est pour de l'exportation. C'est quoi la valeur ajoutée de cette usine-là au Québec? On ramasse toute la pollution, les gaz à effet de serre, puis pas juste les gaz à effet de serre, mais la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau. Pourquoi? C'est quoi la valeur ajoutée? OK, des emplois, mais ces emplois-là, on pourrait les transférer vers d'autres activités qui seraient beaucoup plus intéressantes en termes de justice climatique. Donc, il y a des choix comme ça qu'il faut faire, de ne pas accepter n'importe quoi juste parce qu'il y a des lobbies. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les décisions actuellement sont beaucoup dirigées par des lobbies économiques. Et ces lobbies-là, ils ne regardent que la ligne du profit. C'est normal, on ne peut pas leur reprocher. Le problème, c'est que les élus, ils plient. Et la force des lobbies, c'est la faiblesse des élus en face d'eux.
Et ça, c'est important de comprendre ça. Puis on a l'impression dans la population, dans le gourdissement, que ils sont tellement forts, ces lobbies-là, qu'on ne peut rien faire contre eux. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir citoyen, il est beaucoup plus fort que celui de l'argent. Et je peux vous dire que lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, il y a une étude qui s'est faite par je ne sais plus quel gros consultant mondial, McKinsey de ce monde. Là, c'était au niveau des mines. Quel est le pire risque pour les mines? Est-ce que c'est le prix des métaux? Est-ce que c'est de ne pas trouver de minerais parce qu'il y a des gisements, mais après ça, quand on va, c'est pas toujours pareil comme ce qu'on espère? Ben non, c'est pas ça. C'est les populations locales. C'était le plus gros risque identifié par les consultants mondiaux au niveau des mines. Ça veut dire que la population locale a vraiment son mot à dire. Mais pour ça, il faut l'exercer, le pouvoir. Et moi, je peux vous dire que si GNL, gaz naturel liquéfié à Saguenay, c'est pas fait, si les gaz de schiste ne sont pas faits, si Énergie-S ne s'est pas faite, si la privatisation de l'eau, parce que moi, ça a été ma première bataille citoyenne, imaginez-vous donc que je devais, comme militante du Parti québécois, me battre contre mon premier ministre, Lucien Bouchard, qui voulait privatiser l'eau à Montréal, pour ceux qui l'ont oublié. Ben, les citoyens ont gagné. C'était des grosses multinationales. La privatisation de l'eau, c'est une grosse multinationale française. Énergie-S, c'est une grosse multinationale. Donc, le pouvoir citoyen, il est plus fort, mais il faut l'exercer. Puis c'est un peu dommage que les élus ne prennent pas le relais du pouvoir citoyen, que les citoyens sont obligés de se battre contre leurs élus. Et c'est là qu'il faut changer la dynamique. Donc, effectivement, l'objectif du Québec, en termes de réduction des gaz à effet de serre, et même en deçà des accords de Paris, 37,5 au lieu de 40 %, mais alors qu'au Québec, on est probablement la place sur la planète où ce serait le plus facile d'agir, parce qu'on a fait des choix historiques extraordinaires en termes d'hydroélectricité. On a une électricité verte, ce qui est exceptionnel. Là. Sur la planète, là, il n'y a pas tant d'autres places dans le monde qui nous ressemblent. Ce qui nous donne la marge de manœuvre, si on l'utilise correctement, puis là on va y revenir tantôt, mais si on l'utilise correctement, de pouvoir vraiment, très rapidement, sortir le gaz et le pétrole d'une équation énergétique. Et là, même cet objectif-là qui est mince, c'est clair qu'on ne l'atteindra pas pour 2030. Depuis 20 ans, là, l'aiguille n'a pas bougé. Fait qu'il y a eu quelques fermetures d'usines de 90 à 2005 qui ont fait baisser, mais depuis une vingtaine d'années, l'aiguille n'a à peu près pas bougé. Parce qu'on a accepté des usines comme Ciment Mécanis qui a fait augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'il va falloir faire des choix, dire une usine comme Ciment Mécanis, il faut la fermer. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il faut la fermer. Et les cimenteries sont responsables de 15 % des gaz à effet de serre de tout le secteur industriel. C'est pas rien, là. Fait qu'il faut commencer par les gros morceaux, et les gros morceaux sont du côté industriel, et ensuite, il y a le transport collectif qu'il va falloir favoriser, puis on pourra y revenir. En 2013, pendant que vous étiez ministre, j'avais dit dans un film, c'est assez évident qu'il faut sortir du pétrole, puis un de mes collègues m'avait dit, donc j'ai perdu la boule. Vous croyez que sortir du pétrole au Québec, c'est quelque chose qui serait relativement facile? Oui, parce que, premièrement, le pétrole qui est utilisé dans la chauffe, dans les usines, encore un peu dans les bâtiments, c'est facile de remplacer ça par de la chauffe électrique ou dans les bâtiments par de la géothermie. Et le gaz naturel, la même chose. Et ensuite, du côté automobile, c'est là qu'il y a une grosse consommation de pétrole. S'il faut investir en transport collectif, parce que il ne faut pas maintenir ou avoir plus d'autos. Il faut avoir une vision différente du transport, puis faire en sorte d'avoir moins d'autos sur nos routes, d'avoir moins de produits de consommation, donc transport collectif électrifié, ça existe. Et pour ce qui restera, de ce qui ne pourra pas être desservi par le transport collectif, ben oui, il y aura l'électrification des automobiles, et je pense qu'on est tout à fait capable de se sortir du pétrole au Québec. Puis au Québec, par rapport à ailleurs, la Chine, là, parce que tout souvent le monde revient à la Chine fait une grosse partie de son électricité avec le charbon. L'électricité au charbon ou du pétrole dans une auto,
pas sûr que... On n'est pas tellement plus fin que ça. C'est ça, je suis pas sûr que, regarde, ça s'équivaut, hein? C'est pas fort ni un ni l'autre. Fait que c'est sûr que pour la Chine, électrifier les transports, ça fait moins de sens. Disons ça comme ça. Mais pour le Québec, c'est vraiment, vraiment sensé parce que c'est de l'électricité verte, c'est de l'électricité renouvelable. Et l'hydroélectricité, l'éolien, ce sont deux types d'électricité qui ont la plus faible empreinte carbone. Et juste pour votre information, encore plus faible que le solaire. 4 fois plus faible que le solaire, même si le solaire, c'est aussi très bon, là. Parce que le solaire, c'est les panneaux solaires, c'est en polysilicium, c'est un matériau qui consomme beaucoup d'électricité, comme l'aluminium pour la fabrication. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'hydroélectricité et l'éolien sont deux sources d'énergie dont l'empreinte carbone est encore beaucoup plus faible que le solaire. Ma deuxième question. Michaël Saint-Bia, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, est arrivé à la direction de la société publique avec dans ses cartons un programme en 2 temps. Produire 2 fois plus d'électricité dans les années qui viennent et saupoudrer sur le territoire habité du Québec des dizaines de projets éoliens privés. Quelle est la nécessité, l'origine ou la nécessité de cette stratégie selon vous? Là, D'où sort cette idée de multiplier les éoliennes dans les zones habitées? là, on est en plein dans la désinformation. On a un nouveau PDG qui est juste en continuité avec l'ancien. Hein. Le duo Brochu-Sébia, là, c'est de la continuité. Et là, c'est l'instrumentalisation de la transition énergétique pour justifier de favoriser des intérêts particuliers, des intérêts privés. Parce que là, on est passé d'une situation de surplus à une situation de pénurie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la passe-passe? Moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, j'avais la responsabilité de faire la prévision industrielle. C'est celle-là qui bouge le plus, là, des grosses industries. Et ça ne bouge pas comme ça du jour au lendemain, là. Sophie Brochu, elle a signé un contrat de vente aux États-Unis de 20 TWh, de 10 TWh, c'était le deuxième, puis ça fait un total de 20 TWh. Et en fin 2021, et en 2022, quelques semaines plus tard, elle annonce qu'il va manquer pour 2050 100 TWh. Mais là, pourquoi tu as vendu aux États-Unis si on est pour en manquer? On va être obligé de construire. C'est fou, ça, là. Puis là, ça, c'est Sophie Brochu. Elle dit qu'il va manquer 100 TWh pour 2050. Même pas un an plus tard, là. Michael Savieux, il est arrivé, puis il dit non, c'est pas 100 TWh qui va manquer pour 2050, c'est 200 TWh. Je vous donne beaucoup de chiffres, là, mais Hydro-Québec, maintenant, là, c'est 180. Fait que c'est comme de doubler tout ce qu'on consomme au Québec pour 2050. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas la transition énergétique, ça, là. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a les 2 contrats aux États-Unis, 20 TWh, mais il n'y a pas juste ça. L'électricité d'Hydro-Québec, c'est la moins chère en Amérique du Nord, du côté du tarif industriel, là, la moins chère en Amérique du Nord et une des moins chères de la planète. Puis là, la CAQ s'est dit, ben non, c'est encore pas assez pas cher, on va rajouter à ça un rabais de 20 %. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils ont reçu plein de demandes, comme je n'ai jamais vu. Moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, j'étais responsable de recevoir cette demande-là pour m'organiser pour être capable de les alimenter. De la grande industrie. De la grande industrie. Exactement la même chose. On n'a jamais vu ça. C'est démentiel. J'ai pas de nom pour dire ça. C'est comme si, là, actuellement, là, l'essence, c'est quoi? 1,60 $, là? C'est comme s'il y avait une autre station d'essence là, qui disait « Moi, je vais faire ça 1 pièce. » Hey, pas mal sûr que tout le monde va se rendre là. Non, 1 pièce, c'est encore pas assez pas cher. Je vais mettre ça à 80 cents. Pensez-vous que les réservoirs vont se vider vite? C'est clair. Tout le monde va se rendre là pour aller chercher de l'essence là plutôt que d'aller ailleurs. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passée.
Et là, Hydro-Québec, puis ça, c'est le gouvernement, c'est pas Hydro-Québec, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre ce rabais-là. Puis ce rabais-là, c'est une subvention qui est payée à même nos taxes et nos impôts. C'est nous autres, les dindons de la face, qui subventionnent ces industries-là avec ce 20 % là pour lesquels l'électricité est déjà pas chère. OK? Et là, ils ont reçu 225 demandes. Bon, on n'a pas tous les chiffres parce que tout ça, c'est un peu secret, hein? Mais des fois, on a des petites informations qui sortent. On a l'information pour 49 projets. Fait qu'on a fait une règle de 3 avec les 49 projets sur les 225. Fait que grosso modo, l'ordre de grandeur devrait être bon. On parle de 70 gigawattheures. Fait que là, en l'espace là, de 2 ans, là, à peu près, là, 2-3 ans, il y a les 2 contrats d'électricité de 20 TWh, puis il y a 70 TWh. On est rendu à 90 TWh de croissance qui n'a rien à voir avec la consommation résidentielle puis personnelle. Là. Puis là, ils veulent nous culpabiliser en disant votre lave-vaisselle, mettez ça à minuit et soir, hein, parce que vous autres, là, vous êtes des gros consommateurs, gros gaspilleurs, vous autres individus, là, vous êtes bien épouvantables. Mais voyons donc. C'est pas le lave-vaisselle qui fait la différence, là. On peut-tu s'entendre, là? La différence, c'est qu'ils ont tellement ouvert les vannes qu'il y en a pour 90 gigawattheures. Fait que le térawattheure, excusez. Fait que le 100 térawattheures de Sophie Brochu, là, je suis pas loin, hein? Ben, je suis pas mal là. Puis le pire là-dedans, écoutez bien ça, là. Quand on est dans une situation de surplus, puis je vais prendre les contrats d'exportation, c'est plus facile. Quand on est dans une situation de surplus, le coût, parce que là, on l'a, l'eau s'accumule dans les réservoirs, puis tout ça, fait que il y a de la place pour s'accumuler, mais à un moment donné, puis ça, il dit il faut vite, 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 parce que l'eau va déborder des barrages. Et ils ont exagéré pas mal. Mais on se dit, OK, le prix, on va sur le prix moyen. Et le coût moyen de l'électricité au Québec, ben, c'est le coût de la vieille centrale de Beauharnois, avec la dernière centrale qui est à peu près peut-être 0,5, une cent de kilowattheure, avec la dernière centrale qui est la romaine qui est à 6,4 cents le kilowattheure, puis il y a les éoliennes qui étaient bien trop chères, 8, 9, 10, 11, 12 cents le kilowattheure. On mélange tout ça. Ça Churchill Falls. Ouais, Churchill Falls qui est pas cher, vraiment pas cher. Et on mélange tout ça. Churchill Falls qui s'est fait à peu près en même temps que la Manic. On mélange tout ça et ça nous fait un coût moyen d'environ 3,5 cents le kilowattheure. Là, on vend aux États-Unis. On a le prix pour un contrat. Faut que j'imagine les deux contrats doivent se ressembler. 5,15 cents US, ça fait à peu près 7 cents le kilowattheure. Donc, le profit, c'est la différence entre les deux. Fait que là, ils ont dit, Sophie Brochu, quand elle a signé ça, on fait des milliards de profits, c'est extraordinaire. Ouais, mais là, on n'est plus en surplus. On est en pénurie. Donc, pour être capable d'honorer le contrat aux États-Unis, il va falloir construire de la nouvelle production. Et la nouvelle production, on va la construire à 8, 9, 10, 11 cents. Même Sophie Brochu, elle disait 11 cents le kilowattheure pour la future électricité. J'ai été conservatrice, j'ai pris 8 cents. Quand même une grosse marge. À 8 cents le kilowattheure qu'on va devoir construire pour alimenter, pour honorer le contrat des États-Unis, on va perdre 1 cent à chaque kilowattheure qu'on va vendre aux États-Unis. Ça fait des pertes de 200 millions de dollars par année qui vont devoir être épongées par les contribuables québécois. Et ça, plus, parce que pour vendre aux États-Unis, il fallait renforcer les lignes de transport. Pour renforcer les lignes de transport, c'est un coût de 1,7 milliard, plus 1,7 milliard, qui vont devoir être payés par les contribuables québécois. Puis là, aux États-Unis, on dit oui, mais là, c'est de la transition parce qu'eux autres, ça va leur permettre d'être plus verts. Non, 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 là. Il n'y a rien qui garantit qu'il va y avoir un transfert du combustible fossile. On fait juste alimenter, excusez-moi l'expression, là, mais leur obésité énergétique, là. Ils ne vont pas transférer, enlever du combustible fossile, du gaz ou du pétrole pour prendre de l'électricité. Ils vont juste plus prendre de tout. Fait qu'on fait rien empirer la situation, puis en plus, comme contribuable, on va payer pour ça.
Fait que ça, c'est les 20 TWh aux États-Unis. Là, je m'en viens aux 70 TWh des 225 projets. Mais Ça aussi... Est-ce que je peux te poser Oui. une question sur... On pourrait dire, mais Mme Brochu a voulu sauver de l'électricité du Dollarama de l'énergie où Fitzgibbon voulait s'engager. Il voulait s'approprier les soi-disant surplus pour les vendre à la grande industrie internationale. Elle les a plutôt vendus aux États-Unis, on peut dire. Ça n'a fait pas question de Dollarama de l'énergie, c'était comme pour... Est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme ça, qu'elle a diminué l'appétit industriel de Fitzgibbon en lui vendant l'électricité sous les pieds? Pas vraiment, parce que la plupart des 225 projets se sont faits sous elle. Ah, OK. Donc, pas du tout. Et le Dollarama de l'électricité qu'elle dénonçait, ben en fait, elle est le pompier pyromane. Hein? Donc, elle-même, elle a mis le feu, puis après ça, elle dit qu'il ne faudrait pas que ça devienne le Dollarama de l'électricité. Parce que ce 70 TWh des 225 projets, je m'excuse de tous les chiffres, là, mais j'ai fait le calcul, parce que là encore, il va falloir construire. Je prends toujours mon même 8 cents, puis ça serait encore pire avec le 11 cents, mais ça fait des chiffres tellement gros. Le 8 cents, le coût du tarifel, là, moins le 20 %, ça fait à peu près 4 cents le kilowattheure qu'on le vend à ces industriels-là. Ça va nous coûter 8 cents pour leur fournir l'électricité. Fait qu'on perd 4 cents à chaque fois. On perd... Là, je vais juste me valider, juste pour être sûr que... Mais on industrialise le Québec. Que je ne me trompe pas, mais on perd 2,7 milliards par année en subventions déguisées. C'est des subventions déguisées. Si on décide d'industrialiser le Québec, il faut voir c'est quoi la valeur ajoutée. Est-ce que le coût que ça coûte pour les emplois, ça vaut la peine? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des emplois, même plus d'emplois pour les mêmes subventions dans d'autres secteurs? Puis ces produits-là, souvent, ne sont pas transformés au Québec. Ils sont exportés. On agit comme une économie extractiviste. Donc, il n'y a pas tant de valeur ajoutée qui se fait au Québec, là. Et donc, on se fait manger à laine sur le dos, puis on accepte, puis on dit quasiment merci. Fait que c'est de ça qu'il faut sortir. Et donc, c'est comme ça le tour de passe-passe, de passer de surplus à pénurie. Puis après ça, ils disent, ben là, il faut construire pour la transition énergétique. Ben voyons, si on arrête toutes ces mauvaises décisions-là, on en a assez d'électricité pour faire la transition énergétique. Puis là, même dans la transition énergétique, écoutez, sortir le gaz et le pétrole, puis je vais prendre le gaz, vous allez comprendre pourquoi. On a un problème du côté de la direction d'Hydro-Québec depuis un certain nombre d'années. Il y a une espèce de conflit d'intérêts. On s'est retrouvé la très grande majorité du temps avec des présidents, directeurs généraux qui venaient de chez Gaz Métro et qui venaient utiliser Hydro-Québec pour favoriser Gaz Métro. Donc, prenons l'exemple un petit peu plus ancien, c'est moins sensible. Prenons l'exemple d'André Caillé. André Caillé, il est venu chez Hydro-Québec. Et c'est quoi la première chose qu'il a voulu faire? Des centrales au gaz naturel. À qui ça profite? Aux vendeurs de gaz, à Gaz Métro. Donc, il a voulu là, faire plein de centrales au gaz naturel. On a réussi, pouvoir citoyen, à bloquer le Surroi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette bataille-là, la bataille du Surroi. On a réussi à bloquer cette centrale au gaz naturel combiné dans le bout de Beauharnois. Mais ils nous en ont passé une petite vite par en arrière, à Bécancour. Et une centrale qui a été construite à peu près pour rien, qui reste fermée la plupart du temps. Et on paye à Gaz Métro Énergir maintenant et TransCanada autour, je ne sais pas les chiffres exacts, là, mais autour de 130 millions par année pour la maintenir fermée. Ça, c'est André Caillé.
Sophie Brochu, qu'est-ce qu'elle a fait? Sophie Brochu, elle a fait une entente. Une entente avec Énergir, Gaz Métro, pour supposément la pointe hivernale, pour maintenir le réseau de gaz naturel, parce que supposément qu'Hydro-Québec ne serait pas capable de passer à travers la pointe hivernale s'il n'y avait pas le gaz naturel. Et donc, elle donne des centaines de millions à Énergir, Gaz Métro, pour ça, ce service-là. Et là, ils ont essayé de passer ça à la Régie de l'énergie pour que ça soit dans les tarifs d'électricité et que l'ensemble des consommateurs payent pour ça. Au début, la Régie a dit oui. Puis là, il y a eu des contestations. Là, la Régie s'est fait pogner un peu les culottes à terre et elle a révisé sa décision. Finalement, elle a dit non, 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 ça n'a pas de bon sens, c'est pas aux consommateurs d'électricité à payer pour ça. Sophie Brochu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit pas de problème. Elle a dit moi, je vais baisser mon dividende au gouvernement, je vais donc faire payer tous les contribuables pour cette entente-là. Alors que la pointe, on peut la gérer par du délestage, on peut la gérer en ayant plus de géothermie, on peut la gérer aussi par des accumulateurs de chaleur au niveau des bâtiments commerciaux institutionnels. Il y en a d'autres façons de gérer la pointe. Donc ça, c'est juste une entente pour maintenir le réseau de gaz, parce que dans la transition énergétique, c'est pas le maintenir qu'il faut, c'est l'enlever. Et c'est allé tellement loin qu'il y a des municipalités qui se sont dit, regarde, le gouvernement, là, il est complètement dans le champ, puis il est copain-copain avec les lobbies. Nous autres, là, il y a toute une gang de plus jeunes élus municipaux qui se sont fait élire là, aux dernières élections. Puis il y en a quelques-uns là-dedans qui se sont dit, nous autres, on va agir. Donc, on va légiférer que tous nos nouveaux quartiers résidentiels, plus de gaz naturel. Savez-vous ce qui s'est passé? Prévost s'est fait poursuivre par Énergir. C'est pas une blague, là. Ça, c'est pas loin d'un slap, là. Hein, une petite ville de Prévost, une petite municipalité, là, on parle pas de Montréal qui a plein d'avocats, là, on parle de Prévost, là. Puis là, le lobby, parce qu'il faut savoir que Gaz Métro Énergir, c'est le lobby le plus puissant que je connaisse au Québec. C'est un lobby qui est souterrain. Vous ne trouverez pas tous les noms sur la liste des lobbyistes enregistrés. C'est des lobbyistes qui sont directement à la tête d'Hydro-Québec, dans les différents postes de VP d'Hydro-Québec, au ministère des Ressources naturelles, au ministère de l'Environnement, un ancien sous-ministre à l'Environnement qui était un ancien de Gaz Métro. Il y en a comme ça partout, là, ils sont partout. À la Caisse de dépôt et de placement, ils sont partout. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont vu que les municipalités commençaient à agir, puis même la Ville de Montréal, là, qui veut interdire le gaz naturel pour les nouveaux développements, bien là, Benoît Charette nous a annoncé ça au mois de janvier. Il va faire un règlement, fait que c'est même pas une loi qui va être votée, c'est un règlement qui va interdire les municipalités de faire ça parce que supposément, elles n'ont pas les compétences d'agir pour l'énergie. Pensez pas que c'est du favoritisme par rapport à Gaz Métro, ça. Fait que c'est bien difficile de penser qu'on va faire de la transition énergétique quand on a un gouvernement qui protège autant le gaz. Puis les intérêts d'Énergir, actuellement Énergir est surtout détenu par la Caisse de dépôt et de placement, mais avant d'être détenu par la Caisse de dépôt et de placement, c'était beaucoup Power Corporation à travers différentes filières européennes qui étaient actionnaires de Gaz Métro. Donc, ce réseau-là d'influence de Power Corporation est un réseau qui est très étendu au Québec. Mais ces lobbies-là, et là, je vous le rappelle, on peut leur dire non. Ils vont toujours en demander plus. Ils vont même demander la Lune. On peut leur dire non. Et il y a des politiciens qui ont dit non. C'est dommage que je doive retourner aussi loin dans le temps. Mais René Lévesque, avec Jean Lesage, parce qu'il était deux, parce que René Lévesque tout seul, il n'aurait pas réussi. Avec Jean Lesage, ils ont fronté les plus gros lobbies de l'époque, qui étaient la Shawinigan Water and Power et les autres Water and Power de ce monde, pour pouvoir nationaliser l'électricité. Ils ne voulaient pas, puis ça chirait dans les journaux, puis partout, mais ils l'ont fait. Lise Payette, avec René Lévesque, au gouvernement de Lévesque de 76 à 80, qui a fait la Société d'assurance automobile du Québec, la SAQ. Elle avait le lobby des assurances, le lobby des avocats contre elle. Mais c'était bon pour le bien commun, puis elle l'a fait. Fait qu'on a déjà eu des élus qui se tenaient debout devant ces lobbies-là pour le bien commun. Mais on n'a pas connu ça depuis trop longtemps. Moi, il faut que je remonte à...
Écoutez, dans ce temps-là, je ne suivais pas la politique de façon très active. Vous comprendrez que j'étais pas mal pas née encore, puis très jeune dans l'autre cas. Mais le dernier dont moi je me rappelle, c'est Jean Parizeau, qui était là pour le bien commun et qui était capable de fronter les lobbies. Fait qu'il faut avoir le courage de se tenir debout devant les lobbies, là. Et c'est possible. Et c'est sûr qu'ils vont aller dans les journaux. Vous l'avez vu dans mon cas pour les mines. Ils voulaient faire la réforme sur les mines, la réforme sur les redevances. Ils sont allés dans les journaux. Puis ils sont allés dire toutes sortes de niaiseries. Puis sur les mines, on a réussi quand même. Puis sur les redevances, malheureusement, Pauline a plié. Parce que j'en avais une solution pour remplir la promesse qu'on avait faite. Mais elle n'a pas voulu. Elle a pris la solution de finance qui finalement, c'était 4,30 pour une pièce. Fait qu'ils ont réussi leur coup dans le cas des redevances. Puis la loi sur les mines, on l'a modifiée, on l'a améliorée, mais les libéraux sont passés en arrière et ont à peu près tout défait ce qu'on avait réussi à améliorer. Donc, c'est possible de se tenir debout. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Puis il faut que les citoyens appuient aussi. Puis que les groupes environnementalistes appuient aussi, parce que les lobbies, inquiétez-vous pas qu'eux autres l'appuient, puis ils le font savoir quand ils sont contents, puis ils le font savoir quand ils sont pas contents. Fait qu'il faut que, de l'autre côté, les gens le fassent savoir quand ils sont contents, puis comme ils le font savoir quand ils sont pas contents. Le gaz, en somme, c'est une espèce de dope. Il y a eu des scandales et de la corruption dans le domaine du gaz au Québec à partir de Duplessis, puis ça continue. C'est le temps qu'on sorte, comme ça, il n'y en aura plus. Ouais. La troisième question. Vous parlez de l'urgent besoin de mesures d'efficacité énergétique. Vous en avez parlé beaucoup. Sans repousser le développement éolien complètement, quelle pourrait être, selon vous, la part des mesures d'efficacité dans le projet de sortir le gaz et le pétrole de notre équation? Mais qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique? Peut-être avant d'arriver là, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont ici proches de l'éolien. J'aimerais ça faire un petit aparté sur l'éolien. Allez-y. Parce que, effectivement, dans tout ce qu'on nous a lancé, là, dans 100 TWh, là, il y a un 30 TWh d'éolien, ce qui est énorme. Et là, premièrement, on n'a pas de besoin. Mais deuxièmement, l'éolien. Comment ça s'est développé au Québec? Bien, l'éolien, le premier contrat, si ma mémoire est bonne, c'était en 98 sous Lucien Bouchard. Et à l'époque, je me rappelle encore, c'était assez insultant, il disait que Hydro-Québec n'était pas capable, elle n'avait pas l'expertise de faire de l'éolien, fait qu'il fallait donner ça au privé. Puis le privé qui a eu ça, Gaz Métro, EDF et Cascade, Boralex. Il y en a eu d'autres, là, mais disons les principaux. Donc, Gaz Métro était dans le gaz, EDF est dans le nucléaire, puis Cascade est dans les pâtes et papiers. Hydro-Québec est dans quoi? Hydro-Québec est dans l'électricité. Et dans quel genre d'électricité? Et dans l'hydroélectricité. C'est quoi la principale expertise pour l'hydroélectricité? Bien, c'est les turbines, puis c'est la dynamique des fluides. Hein? L'eau qui est un fluide qui passe dans les pales de la turbine, puis ça tourne vite en s'il vous plaît. C'est quoi l'expertise que ça prend pour l'éolien? C'est la dynamique des fluides. Le vent, un fluide qui passe dans des pales d'éoliennes. Mais ça, ces pales-là, ça tourne bien lentement. Fait que, il y a bien moins de défis dans les pales d'éoliennes que dans une turbine pour les barrages hydroélectriques. Fait que la plus grande expertise, quasiment mondiale, c'est Hydro-Québec qui la possède. Fait que tout ça, là, c'était fallacieux. C'était pour pouvoir donner au privé des contrats d'éoliennes. Et c'est très problématique parce que les contrats sont sortis à des coûts variables, 6,9 cents, 8,5 cents, puis je me rappelle jusqu'à 12,5 cents le kilowattheure, alors que le coût de production doit être autour de 5,5-6 cents le kilowattheure. Fait que tout ça, c'est du profit pour l'entreprise privée. Des profits qui s'en vont pas pour le bien commun. Et là, aussi, ce qui arrive, c'est que ça fait un développement anarchique. Parce que qu'est-ce que l'entreprise privée fait? Bien, l'entreprise privée, elle, jamais Hydro-Québec pourrait se permettre de faire une affaire de même, ça serait dénoncer le scandale. Mais elle,
Elle achète les conseils municipaux parce qu'elle a dit, vais vous donner une redevance. Non seulement elle achète les conseils municipaux, mais certains conseillers qui vont recevoir une éolienne sur leur terrain, ça peut valoir jusqu'à 25 000, 40 000 par année pour une éolienne. Ce conseiller municipal-là, là, il va défendre le projet, lui, dans sa municipalité, parce qu'il veut son argent, là. Donc, c'est très problématique et ça fait de la division sur le territoire parce que l'agriculteur ou citoyen qui accepte l'éolienne sur son terrain, là, ben l'autre à côté, qui n'en aura pas d'argent, là, il va avoir l'impact pareil, hein? Le bruit, il va l'entendre. Là, de plus en plus, on entend parler des basses fréquences. Je suis allée au BAP éolien des Neiges, un citoyen qui disait, moi je l'entends, les basses fréquences, à 12 km de distance. Puis là, ils vont tapisser l'ensemble du Québec sans aucune vision, sans aucune planification. Puis une des grosses expertises, c'est les interconnexions. Mais ça, eux autres, ils ne l'ont pas. Fait que c'est Hydro-Québec qui a cette expertise-là. Fait que c'est Hydro-Québec qu'il faut qu'il s'occupe de toutes les interconnexions et le balancement, l'équilibre. Parce que l'éolien, c'est bien beau quand ils vendent, mais quand ils ne vendent pas, il faut prendre le relais. Hein? Fait que ça, c'est bien parce que les réservoirs d'Hydro-Québec agissent comme des grosses batteries. Mais il y a un équilibre, parce que ça donne des coûts sur le réseau. Ça, c'est pas le fun. Fait qu'il faut gérer ces coûts-là. Ça, c'est Hydro-Québec qui s'occupe de ça. Pourquoi est-ce qu'on donne l'éolien au privé? Puis si on veut faire de l'éolien, si on en avait besoin de l'éolien, c'est pas en territoire habité. Là, même l'UPA dit on n'en veut plus sur les terres agricoles. Parce que ça a l'air de rien, là, une éolienne sur les terres agricoles. On dit oh, oui, on peut cultiver en dessous. Mais les éoliennes, là, les nouvelles, là, qui ont 200 mètres de haut. Pensez-vous, ça ne tient pas de même, là. Ça prend une foutue Moses de base de béton là, pour ça, là. Et donc, ça, là, ça vient briser les terres agricoles. Puis après ça, il faut qu'ils se promènent, là. Il faut qu'ils se promènent pour apporter le matériel, tout ça. Fait que les routes, etc. Donc, oui, ça en a un impact. Ça en a un impact important. La meilleure place pour mettre des éoliennes, c'est pas compliqué, là. C'est proche des postes de départ d'Hydro-Québec. Pensons, par exemple, à la Manic ou à la baie James, où il y a des postes de départ. On met ça loin des zones habitées. Puis ces terrains-là appartiennent déjà à Hydro-Québec. Donc, puis oui, il peut y avoir des retombées locales. Puis ça, il faudrait que ça soit transparent, parce que là, c'est tout secret, ces contrats-là. Quand ils rencontrent des municipalités, là, hey, les élus municipaux, pour avoir droit à l'information, sont obligés de signer des ententes de confidentialité. Ils n'ont plus le droit de rien dire à leurs citoyens. Voyons donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence là-dedans. Ça ne marche pas. C'est tout croche, de A à Z. Donc, c'est Lucien Bouchard du Parti québécois qui a commencé ça. Moi, j'ai essayé de tout redresser ça comme ministre des Ressources naturelles. Je vous le dis, là. J'avais réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de l'époque de dire, écoutez, si au lieu de fonctionner, les contrats n'étaient pas signés avec l'entreprise privée, si au lieu de signer avec le privé, vous signez avec Hydro-Québec, est-ce que vous accepteriez? Ils m'ont tous dit oui. Fait que j'étais fière de mon coup, je montre ça à ma première ministre. Elle n'a rien voulu savoir. On aurait pu tout reprendre, le développement de l'éolien, et avoir un développement planifié dans le temps. Et donc, ça, c'est le problème de l'éolien actuellement. Et l'éolien, c'est bon pour 20, peut-être 25 ans. Puis après ça, il faut tout démanteler, c'est plus bon. C'est pas comme des barrages que tu fais de l'entretien puis que tu as une bonne durée de vie. Là. Les barrages, ça peut avoir 100 ans puis même plus de durée de vie. L'éolien, non, pas du tout. Il faut que tu recommences. Fait que, il faut voir, là, c'est quoi les impacts, c'est quoi l'intérêt. Puis l'éolien, c'est intermittent. Fait qu'il faut que tu en mettes beaucoup d'éolien pour avoir la même quantité d'énergie qu'un barrage. Mais oui, le couplage des deux est intéressant, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment comme on le fait actuellement. Fait que là, j'ai fait ma parenthèse d'éolien, je reviens. Mais juste quand même, ça mérite de... Ça appelle une autre question, là. Je l'ai vu à côté de chez moi. On fait un parc éolien, l'Hydro achète à 9,7 cents. On donne 100 000 $ par année à Saint-Mathieu, 50 000 à Saint-Rita, 75 000 à Saint-Médard, 25 000 à Saint-Eugène, etc. Toutes les municipalités autour. Puis c'est l'entreprise privée qui a avancé le capital, etc. Bon, mais les parcs éoliens, ça facilite la justification du passage au privé en pour ainsi dire, en corrompant les élites locaux. Exact. Oui, mais pourquoi on fait ça? J'ai une question philosophique peut-être, mais
ont réussi à justifier que le secteur d'énergie, qui est par excellence une question publique, qui au Québec a été un grand succès du secteur public, la seule manière qu'on réussit à sortir du secteur public puis passer au secteur du capital privé, c'est en corrompant les élites locales avec des primes comme ça. Mais ceux qui ont un tel plan, c'est parce qu'ils sont actionnaires de ces compagnies-là qui font ça. C'est quoi l'intérêt d'un Bouchard, d'une Marois, d'un Legault de faire ça? Peut-être. C'est une bonne question. On sait comment ils font la justification du privé. Tu corromps les élites locaux. OK, correct, c'est la méthode. Mais elle sert à quoi cette méthode-là? Ben, moi, je pense que tu corromps les élites locaux, puis tu flattes les élites de Québec. Et moi, j'ai pas, puis je ne pense pas qu'il y ait des enveloppes brunes qui se promènent, ni à Lucien Bouchard, ni à Pauline Marois. Je ne crois pas ça. Mais je crois que les élus, puis Jean Charest, je crois que François Legault, Couillard, ils veulent faire partie de cette gang-là, ils veulent faire partie de ce groupe-là, ils veulent faire partie de l'élite économique. Et pour ça, ils sont prêts à leur rendre des petits services. Et c'est ce que j'appelle la complaisance envers les lobbies. Et à un moment donné, en perdant de vue le bien commun. Oui. Et là, ils perdent de vue le bien commun. Ils se font endormir, ils se font convaincre des faux discours de dire que le privé fait bien mieux que le public, alors que c'est démontré que c'est totalement faux. Mais vous savez, un mensonge répété 1000 fois peut devenir une vérité. Et ça, c'est le bras droit de Hitler qui disait ça. Hein? Fait que, je veux dire, eux autres étaient vraiment dans de la propagande, là. Donc, c'est fou qu'on utilise ces moyens-là au Québec pour privatiser. Et Lucien Bouchard, c'est celui qui a déroulé le tapis rouge à la privatisation tout azimut de l'État. Et la technique qu'il a utilisée, et ça c'est démontré dans toutes les techniques de privatisation, c'est de couper les vivres de l'État. Fait que le déficit zéro, c'est un cheval de Troie à la privatisation. C'est une lubie. Parce que les déficits, ça dépend pourquoi on les fait. Mais le déficit zéro est de vouloir autant couper dans l'État et de dire, ben là, l'État n'a plus d'argent, donc c'est le privé qui va prendre le relais. Ben voyez ce que ça a donné en santé. Notre système de santé, là, je veux dire, il n'est plus l'ombre de lui-même, là. Et ça, c'est l'ensemble de la société qui en fait les frais. Et c'était la même chose pour l'éolien. Donc, ils ont décidé de priver. Hydro-Québec n'est pas capable. C'était pas vrai qu'Hydro-Québec n'était pas capable. Hydro-Québec est tout à fait capable, a la meilleure expertise. Mais ils ont décidé de donner ça au privé. Pourquoi? Parce que le privé veut faire de l'argent. Et il y a beaucoup d'argent à faire quand tu as un contrat garanti pendant 20 ans. Imaginez, là, tu n'as pas besoin d'aller vendre ton produit à chaque jour et à chaque semaine. Tu as un contrat garanti avec un prix extraordinaire pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Je veux dire, c'est hallucinant, là. Puis l'énergie, c'est fondamental. Je vous l'ai dit, c'est la base de toute activité. Fait que l'énergie, ça devrait rester public. Et il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle public. Moi, je ne parle pas de nationalisation de l'éolien, parce que ça voudrait dire de racheter ces entreprises privées-là qui ont déjà fait bien de l'argent et qui feraient encore de l'argent en les rachetant. Non, oui, ils n'ont déjà assez fait. Mais que tous les nouveaux contrats se fassent sous Hydro-Québec, si des nouveaux projets, si on en a besoin. Si on n'en a pas de besoin. Martine Ouellette, il nous reste 10 minutes. Oui. L'efficacité énergétique. Ce que vous dites, ce qui est la priorité, c'est pas la construction, c'est l'efficacité énergétique. C'est l'efficacité énergétique. Et la première efficacité énergétique, en faisant la conversion du gaz et du pétrole vers l'électricité, on a un énorme gain en efficacité. Parce que au niveau énergétique, c'est 3 fois moins d'énergie d'avoir une auto électrique que d'avoir une auto au pétrole. Et c'est 2 fois moins d'énergie de chauffer à l'électricité plutôt que de chauffer au gaz. Donc, juste avec la conversion, on fait une énorme diminution de notre consommation globale d'électricité parce que dans les combustibles fossiles, d'énergie, parce que dans les combustibles fossiles, il y a énormément de pertes. Et après ça, même au niveau électrique, il y a des grands gains à faire.
Et les objectifs qu'Hydro-Québec s'est donné en efficacité énergétique dans les dernières années sont vraiment, vraiment très, si on est gentil, on va dire modestes, là. Très modestes, c'est pas du tout ambitieux. Ils pourraient donner des objectifs beaucoup plus importants. Et les gros gains à faire sont du côté industriel, du côté de la chauffe des bâtiments commerciaux institutionnels, par exemple, mettre de la géothermie. La géothermie pour le résidentiel, c'est pas très intéressant, ça coûte très cher, premièrement. Et deuxièmement, il faut que tu climatises autant que tu chauffes, ce qui est rarement le cas dans une résidence, parce que sinon, le sol se refroidit. Mais au niveau commercial institutionnel, c'est excellent. J'ai fait des projets à l'Université de Sherbrooke. Fait que là, ça n'embarque pas sur la consommation d'électricité. Et on se sert d'une énergie qui est disponible, puis qu'on prend la chaleur l'hiver, puis on prend le froid l'été. Fait que ça finit par faire une boucle circulaire. Fait que ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous le disais, les thermopompes, 30% d'économie au niveau du chauffage des résidences. Fait qu'il y a des gros gains. J'ai calculé, là, si on va avoir un objectif ambitieux, on pourrait aller chercher un 40 TWh en économie d'électricité seulement. Donc, les gains, au lieu de construire de la nouvelle construction, bien, ce qu'on devrait faire pour commencer, arrêter d'exporter, je pense que les deux contrôles pourraient les résilier, arrêter d'accepter les gros projets avec des rabais de 20%, puis de l'efficacité énergétique avec la géothermie. Et avec ça, on a assez d'électricité pour tout faire les conversions du gaz et du pétrole. Puis ensuite, si on a des besoins de nouvelles productions, bien on regardera c'est quoi les projets les plus intéressants, ayant le moins d'impact sur l'environnement. Puis, mais il faut, c'est précieux cette électricité-là, il faut arrêter de faire du gaspillage industriel, du gaspillage d'exportation. Elle est très précieuse. Et c'est pas vrai que c'est l'individu dans sa maison qui fait le gros de la consommation. C'est pas vrai. La consommation dans une résidence, elle est structurelle. C'est le chauffage, le chauffe-eau, puis c'est les appareils électriques. Et tout ça, le gouvernement est capable de réglementer ça par le code du bâtiment, par des subventions aux thermopompes, par des réglementations sur les appareils électriques. C'est bizarre à dire, mais c'est même facile. Je passe rapidement une dernière question avant qu'on prenne les questions ou les commentaires des gens de l'assistance. Les gouvernements, ils font comme si l'avenir du transport était du côté de la voiture privée à batterie ou du camion à hydrogène. Puis ils se permettent en conséquence de traîner les pieds considérablement dans le domaine du transport en commun. Quelle autre approche, évidemment on parle ici des trucs comme Norvolt, quelle est votre critique d'un méga projet comme Norvolt, puis quelle autre approche on devrait avoir en transport en commun? Mais de penser que l'électrification des transports, c'est une panacée, c'est encore d'être dans la mentalité de la croissance à tout prix, puis qu'il faut produire plus. La planète, là, c'est pas produire plus qu'il faut, c'est produire ce qu'on a de besoin, point. Parce que sinon, là, on est en train de l'étouffer. Et avant l'électrification des transports, c'est le transport en commun. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas d'investissement dans le transport en commun? Et non seulement il n'y a pas d'investissement, il y a même des coupures. On l'a vu, là, il y a eu à cause de la pandémie, là, le transport en commun n'était plus bien utilisé, on n'avait plus le droit de sortir. Fait qu'il y a eu des déficits. Et le gouvernement du Québec refusait d'éponger les déficits. Mais voyons donc, c'est quoi ça? Je veux dire, on a besoin d'un transport en commun efficace. Ils sont tellement serrés, ils ne sont pas capables de faire les développements qui sont nécessaires. Et donc, il faut investir en transport en commun. Et même, j'oserais dire, on devrait le mettre gratuit. Il y a des exemples à travers le monde. Ça a été démontré. On se demande c'est quoi la poule ou l'œuf. Quand on met le transport en commun gratuit, ça a un gros impact sur le comportement des individus. Moi, je pense qu'on ne doit pas taper sur la tête des automobilistes. On doit leur offrir une alternative. Et quand l'alternative sera disponible, vous allez le voir, le transfert, puis il faut que, premièrement, gratuit, ça c'est un gros incitatif, mais aussi que ça soit efficace, là. Je veux dire, si ça te prend 1 heure et demie de te rendre
de chez toi à ton travail en transport en commun au lieu d'une demi-heure en auto, c'est clair que tu ne prendras pas de transport en commun. Ça ne fonctionne pas. Fait que c'est sûr qu'il faut que ce soit efficace. Et c'est possible d'investir en transport en commun. Mais tous les projets qui sont faits dans les dernières années, c'est des fiascos. On pourrait revenir, là, mais le tramway à Québec, c'est une technologie tellement dispendieuse. Oui, ça prend du transport collectif à Québec, mais pas de la vieille technologie comme les tramways avec des rails et des fils. Le REM à Montréal, c'est un fiasco de A à Z. C'est pas une blague. Et en plus, c'est de la privatisation. Un autre exemple de privatisation, parce que même si c'est la caisse de dépôt et de placement, là, puis qui nous appartient, ben elle, là, elle peut vendre ça n'importe quand. C'est une compagnie qu'elle a créée. C'est une compagnie qu'elle a créée. Pour pouvoir la vendre. Puis elle peut la vendre n'importe quand. Puis là, il y a eu de la magouille sur les terrains qui sont vendus, rachetés. Il y a du monde qui ont fait la passe là-dedans. On le voit que la technologie, ça fonctionne pas bien. C'est Alstom. Puis Alstom, ben la Caisse de dépôt a 19% d'Alstom. Fait qu'il y a un petit peu de conflit d'intérêt, peut-être, hein? Puis Alstom a des gros problèmes à Ottawa au niveau de sa technologie. Puis ce qu'a fait la Caisse de dépôt avec le REM, c'est qu'ils ont pris le circuit le plus payant du train de banlieue, qui était Montréal de montagne, puis se le sont accaparés. Fait qu'ils ont enlevé... Ils l'ont redoublé. Ben non, ils l'ont enlevé, il n'existe plus. Fait qu'ils ont enlevé les revenus au train de banlieue de Montréal pour s'approprier ces revenus-là. Fait que ça fait plus de monde qui prennent le transport collectif? Pas tant. Le petit bout de Brossard à Montréal, OK. Mais le reste, là, bizarre, puis ils n'ont jamais eu de commande de ça, c'est sorti d'un chapeau de nulle part, bizarre. Donc, transport collectif, et il y a une nouvelle technologie, puis je pourrais y revenir dans les questions, qui est le tramway sans rail intelligent. On appelle ça le TSRI, qui est vraiment tous les avantages du tramway, mais sans les inconvénients. Le même confort, la même rapidité, la même quantité de personnes qui est transportée, mais sans béton, sans rail, sans fil, sans bruit, sans couper les arbres. Et c'est 9 fois moins cher. 9 fois moins cher, misère. Puis c'est flexible. Puis on peut mettre l'intelligence artificielle embarquée là-dedans. Donc, avec les lumières, tout ça. Donc, c'est une technologie qui existe, là. C'est pas de l'innovation, là. Ça existe. Ça a été implanté en Chine, ça a été implanté en Europe. Même en Europe, où des villes comme Rennes et comme Nantes, qui ont des tramways depuis longtemps, ont décidé que leur expansion ne se faisait plus en tramway traditionnel. C'est trop cher, c'est trop lourd, c'est trop fixe, il n'y a pas d'agilité là-dedans. Et ils ont décidé d'embarquer sur une technologie comme le tramway sans rail intelligent. Puis on a même des joueurs québécois qui sont en train de se développer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire ces choix-là, d'aller vers ce qui fonctionne bien? Puis oui, ensuite, l'électrification des transports, mais est-ce que ça nous prend une entreprise comme Norvolt, dans laquelle les contribuables vont mettre 7,3 milliards de dollars, puis là, avec les tarifs d'électricité, hein, je vous ai dit 20 de rabais, là, ils sont là-dedans, eux autres aussi, là, puis il va falloir construire pour les alimenter, plus des subventions déguisées de 100 millions de dollars par année. OK? Puis là, ils n'ont pas de bac pour rien, eux autres, ils passent à côté de toutes les règles qu'on a au Québec. Puis ils vont faire combien de batteries, là? Je veux dire, est-ce qu'on a... Puis c'est-tu intégré dans la chaîne? Est-ce qu'ils prennent du minerai du Québec? Est-ce que ça va être dans des autos du Québec? Est-ce qu'ils se sont préoccupés de l'intégration de la chaîne? Puis là, c'est les cathodes. Est-ce que les cathodes vont s'en aller dans les batteries en Ontario? C'est quoi, là, l'intégration? C'est pour l'industrie automobile ontarienne. Aux dernières nouvelles, c'était pas au Québec, l'industrie automobile. Fait que là, ça sert à quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Puis là, Norvolt, en plus, écoutez bien ça, c'est une start-up, là. C'est une nouvelle entreprise. Ils ont une seule ligne de production existante. Ensuite, elle devait être à 100% de capacité en 2023. Elle était à 5%. Ils ont des gros problèmes techniques. Ça ne marche pas, leurs affaires. Puis là, on dit, oui, mais c'est le privé doit savoir ce qu'il fait. Mais non, c'est pas le privé. C'est de l'argent public qui est là-dedans. Fait qu'eux autres, là, ils se fient sur l'argent public pour fonctionner et avoir leur cash flow. Fait que c'est-tu vraiment une bonne affaire? Moi, je pense que pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour se prononcer.
Moi, je suis pas contre le fait de faire des batteries. Les batteries, c'est pas parfait. C'est sûr que ça a des impacts sur l'environnement, mais ça émet pas de gaz à effet de serre. Puis je pense qu'actuellement, on est mieux d'avoir des voitures à batterie que des voitures à combustion. Mais est-ce que le projet Norvolt, c'est le bon projet? Je suis loin d'être certaine. Puis comme il n'y a pas de BAP, comme on ne peut pas poser de questions, comme on n'a pas l'information du promoteur, puis comme il n'arrête pas de nous cacher, puis même de nous mentir, parce qu'il avait dit non, non, les règles n'ont pas été changées pour Norvolt. Clairement, les règles ont été changées pour Norvolt. Là, ils sont obligés de venir s'excuser qu'ils nous ont menti. Voyons, je veux dire, quand là, c'est tout croche de même, là, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'il faut être aux aguets, puis il faut être plus prudent que de se garrocher puis de foncer la tête dans le mur. Puis là, eux autres, ils nous disent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, parce qu'on a besoin de ça rapidement, rapidement, rapidement. Puis là, ben, à cause de ça, on ne réfléchit pas, puis on embarque, puis on se jette en bas du pont. Puis je vous dirais même, les batteries, là, Norvolt, là, c'est la technologie actuelle des batteries, là. Hein? Donc, avec du lithium, puis... Mais il y a une nouvelle technologie qui est en développement, avec des batteries solides, avec des cathodes en céramique. On devrait peut-être faire une petite veille technologique, là. Ça, c'est comment dire, on s'en va-tu acheter des CD alors que tout maintenant, la musique est disponible en ligne, mais non, on va encore s'acheter des CD. Bien, la business des CD, elle ne durera pas longtemps, là. Fait que, on investit-tu dans la bonne affaire? Moi, je me pose la question. Les cathodes en céramique, là, puis les nouvelles batteries solides, les performances sont beaucoup plus intéressantes, les coûts sont en train de baisser assez rapidement. Fait que, est-ce que ça va devenir désuet à peu près le temps que ça va être construit? Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas, j'ai la question, puis je pense que collectivement, on devrait y répondre avant d'investir 7,3 milliards plus 100 millions par année dans ça. Puis on devrait aussi voir tous les impacts environnementaux sur le terrain qu'ils ont choisi. Fait que ça, c'est la partie de Norvolt. Fait que l'électrification des transports. Puis juste avant de terminer, je vais juste ouvrir la parenthèse hydrogène. Parce que là, on dit de l'hydrogène pour les camions. Pour l'instant, ça n'existe pas. Hein. Ils disent ça. Là. Ils sont drôles, eux autres, de dire des affaires. Parce que de l'hydrogène, là, pour les camions, là, moi, j'ai déjà travaillé chez Hydro-Québec en recherche-développement, puis justement pour de l'hydrogène. L'hydrogène qu'on dit vert, c'est quoi l'hydrogène vert? C'est qu'on part de l'eau pour la molécule H2O, pour prendre juste le H2, avec l'électricité. Fait que l'électricité qui est renouvelable, de l'eau, parce que l'hydrogène qu'on peut faire avec du gaz naturel aussi. Hein? Puis ça coûte pas mal moins cher. Mais pour mettre ça dans des camions, là, il faut mettre ça dans des réservoirs. Et compresser de l'hydrogène pour mettre ça dans un réservoir, là, pas mal de problèmes techniques. Et si ça explose, là, fait que pour l'instant, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Là, il y a un projet, et je vois monsieur qui est concerné directement. Vous avez peut-être entendu parler du projet TESS Canada, Tree Energy Solution en Mauricie, qui veulent faire de l'hydrogène pseudo-vert. Puis que là, ils demandent 150 MW à hydro, mais ils vont construire 1000 MW, 800 d'éoliennes, puis 200 de solaire. Puis là, non seulement ils veulent faire ça, mais ils disent en plus, moi je veux en vendre. Fait que pour ce projet-là, ils vont faire changer la loi concernant Hydro-Québec pour permettre qu'une entreprise privée vende à d'autres entreprises privées. Je vous le dis, là. Ce qui est en train de se passer là, au niveau énergétique, là, c'est pas juste un anguille sous roche, là, c'est un boa constructeur sous roche. C'est énorme. On est en train de se faire avoir. C'est tous des faux prétextes pour être capable de privatiser par la porte d'en arrière. Ça n'a pas de bon sens qu'on laisse faire ça. Puis l'hydrogène pseudo-vert qu'ils veulent faire, là, ils disent que c'est peut-être pour le camionnage, mais comme je vous dis, ça n'existe pas. Fait que ça, c'est pour l'instant encore des lubies. Mais c'est pour mettre dans le réseau d'énergie. 1,5 % d'hydrogène vert dans le réseau de gaz métro énergie. J'appelle ça de la poudre de perlimpinpin, pour faire passer le gaz le plus sale de la planète, qui est du gaz de schiste, à un gaz correct.
Parce que là, il y a 1,5 % d'hydrogène pseudo-vert. Mais cette électricité-là, c'est une aberration. L'hydrogène, là, pseudo-vert, c'est une aberration énergétique. Ça prend 8 fois plus d'énergie pour chauffer à l'hydrogène. Ça prend 5 fois plus d'énergie pour utiliser l'hydrogène dans un procédé. C'est 14 fois plus cher que le gaz naturel d'hydrogène avec de l'eau puis l'hydroélectricité. Fait que ça sera jamais rentable. Fait que quand ils disent on va utiliser ça pour les bateaux, oubliez ça, ça sera jamais rentable. Fait que s'ils font ça, là, bien, ils vont arriver rendus là, ils vont dire, bien, ça prend des subventions. Fait que c'est encore nous autres qui va payer parce qu'il va falloir donner des subventions pour qu'ils prennent de l'hydrogène pseudo-vert. Pourquoi qu'on n'utilise pas, au lieu d'avoir l'électricité, si on utilisait l'électricité directement, c'est bien mieux. Fait que tout ça, là, quand je vous disais, là, la désinformation du début de la conférence, là, je m'excuse, ça en fait beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est important de se donner les outils, de les comprendre et de le dénoncer, parce que on est en train de se faire plumer actuellement. Voilà. Est-ce qu'on peut passer aux questions, aux commentaires? Tout ce que... tordez-vous pas la syntaxe pour que ça ait l'air à tout prix d'une question. Ça peut être un commentaire. Je vous demanderai juste d'être bref. Pas faire m'exposer de 40 minutes. Questions ou commentaires? Donc. Monsieur. C'est plutôt une question. J'aimerais savoir ce qu'il en est avec le transfert avec la Nouvelle-Angleterre dans l'autre direction. Parce que la Nouvelle-Angleterre développe énormément l'éolien dans l'océan. Et l'Hydro-Québec, enfin les barrages peuvent servir de batterie quand il y a un surplus de production. Qu'est-ce qu'il en est de l'usage bidirectionnel ou dans l'autre direction des lignes d'hydro? J'ai pas connaissance qu'il y ait des ententes sur le stockage pour les éoliennes. Peut-être qu'ils ont déjà leur propre système, parce que les éoliennes, ça fonctionne aussi assez bien avec des centrales au gaz naturel. Parce que les centrales au gaz naturel, on peut facilement les baisser puis les augmenter. Ce qu'on ne peut pas faire avec du nucléaire. Du nucléaire, c'est tout le temps pareil. Hein? Ça, tu ne bouges pas ça, là, parce que... Mais des centrales au gaz naturel, un peu comme les barrages hydroélectriques, tu peux dire, je le baisse pendant que l'éolien, puis je le remonte. Donc, je pense qu'ils sont capables de les gérer. C'est sûr que Hydro-Québec achète de la puissance, donc des États-Unis pendant les pointes d'hiver, mais je n'ai pas connaissance d'entente sur du stockage. Je vous demanderai de parler assez fort pour que l'enregistrement se fasse bien. Ça rejoint l'étude que j'ai faite avec Hydro-Méga. Okay? Pour répondre à cette question, Hydro-Méga a été acheté en septembre dernier par une compagnie américaine, First Light, qui est en Nouvelle-Angleterre, et le 5e producteur au niveau électrique de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont des barrages de l'éolien au Québec et en Ontario. Ce que j'ai vu, l'entreposage d'électricité serait dans le barrage ontarien. Ils jouent avec, un peu ce que Martine expliquait, entre l'éolien et l'hydroélectricité. Juste un complément sur cette question-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme, autour du Québec, l'énergie, c'est une question privée, sauf peut-être en Ontario, mais en Nouvelle-Angleterre, dans les provinces maritimes, etc. Puis pour s'intégrer à ce qui se fait autour, il faut se développer un gros secteur privé. Il n'y aurait pas une espèce d'idée comme ça, que l'Hydro-Québec, le socialisme, une compagnie d'État... Parce que dans l'énergie, il faut effectivement un peu s'associer pour des transferts de puissance, pointe hivernale, pointe de climatisation, etc. Puis l'idée, ça serait, j'essaie de trouver une justification à une idée de fou, mais l'idée, ça serait de se faire un gros secteur privé qui serait mieux, plus facile à associer avec le secteur privé de ce qui nous entoure. La peur de l'hydro que quelqu'un signalait l'autre jour, tout le monde a peur de l'hydro, alors minimisons l'hydro.
Cachons les petits castors de l'hydro derrière un secteur privé, il va rester des castors, il va s'occuper des barrages, on ne parlera pas trop d'eux, ils vont faire de l'électricité une cent du kilowattheure, ça va subventionner le reste, puis on va mettre en vitrine notre secteur privé, puis le grand capital, puis la globalisation, puis on fait partie du grand monde. C'est pas ça l'idée? C'est exactement le discours du grand capital. Et c'est le discours du grand capital parce que c'est un discours qui leur profite. Parce que Hydro-Québec est tout à fait capable de travailler avec le secteur privé. D'ailleurs, les grosses firmes de génie conseil qui se sont développées au Québec, c'est grâce à Hydro-Québec qui a donné des contrats de construction. Donc oui, la propriété est publique, la gestion est publique, mais tous les contrats de construction sont donnés à des compagnies privées. Et donc, ils ont fait émerger au Québec une expertise privée extraordinaire qui est devenue un peu trop gourmande puis qui voudrait maintenant mettre la patte sur tout. Mais la cupidité du privé n'a pas de limite. Vous le savez, là. Il n'y en a pas de limite. Les entreprises sont hyper milliardaires puis ils en veulent encore plus d'argent. Fait qu'on ne peut pas penser que le privé va se limiter pour des raisons morales ou des raisons de bien commun. Et ces grosses corporations-là, ce ne sont plus des entreprises familiales. Hein? Les gestionnaires qui sont là, si le rendement n'est pas là, ils sont sur des chaises éjectables, ils vont être changés pour un autre. Fait que c'est pas comme une entreprise familiale qui a une conscience locale, régionale, parce que la famille vit autour, ils voisinent les employés, etc. On n'est plus dans cette dynamique-là dans les super grosses corporations. Ce n'est que le profit à court terme, peu importe les conséquences. Et donc, Hydro-Québec est très bien placé pour travailler avec le privé. Et si le privé veut mettre la main sur le secteur de l'énergie, c'est parce que c'est un secteur où il finit par y avoir un monopole de facto et qui a un rendement garanti, pareil comme l'eau. Hein? Dans les théories économiques de la concurrence pure et parfaite, ben, quand la concurrence est pure et parfaite, la compétition joue son rôle. Mais dans le secteur énergétique, il n'y a pas de compétition. On l'a vu avec les pétrolières, c'est une oligarchie. Hein? Et du côté électrique, je vous donne l'exemple de la Californie. L'Ontario, ça a été privatisé en passant. La Californie a décidé de privatiser dans les années 90 en électricité. Et là, c'était le grand modèle et tout le monde parlait du modèle de la Californie. C'est bien extraordinaire parce que là, le privé, il est plus efficace, va faire réduire les tarifs, etc. Donc, Californie privatise son utilité publique. Qu'est-ce qui arrive? Ben, en fait, la compagnie privée a une telle quantité d'électricité, elle s'assied dessus, puis là, ben, les besoins augmentent, la population augmente. Eux autres, ils ne produisent pas plus. Fait que qu'est-ce qui arrive quand la demande est plus grande que l'offre? Les prix augmentent. C'est quoi leur avantage à produire plus pour faire diminuer les prix? Ben non, eux autres, ils font de l'argent, ils restent dessus, leur production, puis la demande augmente, les prix augmentent, et il n'y a personne qui est capable de rentrer dans le marché pour essayer de les compétitionner, parce que le coût à l'entrée est tellement gros, puis après ça, il faut avoir accès aux lignes électriques, puis tout, que finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que ça a été un flop total. Fait que les apôtres de la privatisation, ils ont dit « Ah oui, mais c'est parce que là, c'était pas, il y a une petite affaire qui s'est pas faite correct. » Fait que non, il faut privatiser, il faut privatiser. Fait qu'ils ont privatisé en Ontario. Même résultat. Et là, ils voulaient privatiser au Québec, on a dû voir les nerfs. Fait qu'on a réussi à bloquer cette fois-là. Parce que ça s'en venait, là. Ça s'en venait au Québec, la privatisation d'Hydro-Québec. Mais avec les deux flops précédents, puis c'était écrit dans le ciel que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais de la propagande qui a été faite, puis ceux qui sont dans cette privatisation-là, ben, sont aussi propriétaires de journaux, sont aussi, fait qu'ils profitent de leur plateforme télé, journaux, pour faire la propagande de leur vision. Voilà. Il y avait une question, je m'excuse André, il y avait une question... Non? Alors, André Drainville. Est-ce que vous parlez des deux flops, c'est quoi exactement? La privatisation... Enron, puis... Oui, c'est ça, la privatisation de l'électricité en Californie, puis de l'Ontario. OK. Tantôt, vous avez parlé... je m'excuse, je n'avais pas vu, j'avais donné la parole, vous êtes le prochain. Merci de votre conférence. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de la place de l'université puis des chercheurs universitaires dans la création des conditions de la vérité où les lobbyistes peuvent opérer? Et vous parlez de lobby, puis ce genre de... La manière dont vous parlez,
ça évoque le lobby des cigarettiers. Donc, il y avait une coterie de chercheurs dont la job c'était de créer le doute. Ou, je sais pas, on pense CIA, MIT. On est à l'Université Laval, on chauffe au gaz, Énergie donne des bourses aux étudiants en sciences sociales. J'imagine même pas en génie, comment. Mais pas juste ça, mais comment. Pas juste aux étudiants individuels, aux étudiants, mais comment la recherche est structurée. Puis quand vient le temps de s'opposer, je ne sais pas, par exemple, un port en eau profonde, par exemple, un projet d'exportation, c'est pas l'université qui s'oppose, c'est les étudiants et les étudiantes. Est-ce que vous pouvez dire, on vient de faire la grève pendant 5 semaines là, pour la liberté académique. On en fait-tu quelque chose de cette liberté-là ou on en profite pour participer au lobby? J'ai financé, quand j'étais chez Hydro-Québec, j'étais responsable d'un budget de recherche-développement quand même assez important. Et ça se faisait en coopération, souvent avec les universités et des industriels. Et j'ai constaté une dérive au fil des années. Avec de plus en plus de place du privé dans les universités. Je pense que l'exemple le plus patent, mais vous l'avez aussi à l'Université Laval, mais moi je suis allée au HEC, là. L'édifice était neuf, puis toutes les salles, c'était la salle Molson, la salle Gaz Métro, la salle. Donc, et c'est certain, j'ai vu qu'ici à l'Université Laval, il y a une chaire de recherche en droit qui est financée par des minières. Les minières qui sont reconnues au niveau mondial, les minières canadiennes, pour ne pas respecter les droits humains. Je pense que structurellement, l'Université Laval a fait un gros virage de développement durable. Est-ce que la recherche est structurée de manière à nourrir une autre vérité, à informer le développement durable? Il y a des événements comme ça à l'université, mais ça, il y en a pour toutes les causes un peu marginales. Les universitaires, mais structurellement, est-ce qu'il y a des programmes de recherche qui permettent que le doute, que les questions que vous mettez sur la place publique, que ces questions-là soient travaillées par des chercheurs et des chercheuses? Pas ces questions-là. Il y a du travail qui est fait par les chercheurs sur des éléments. Par exemple, l'ETS va travailler beaucoup sur le cycle de vie, ce qui est super important, super intéressant, puis ça a sa place dans le développement durable. Mais dans l'ensemble du dossier, dans la question énergétique, de la vraie transition énergétique, là, il faut allier deux expertises, l'expertise technique de toute la question des térawattheures, des mégawatts, de la puissance de l'énergie, des tonnes d'équivalent pétrole, et tout ça, et la question, je dirais, gouvernance, parce que c'est de l'État que l'initiative doit venir, et ça ne se fait pas. Et il n'y a à peu près pas d'interlocuteurs au Québec qui vont intervenir sur ces dossiers-là, parce que d'une façon ou d'une autre, ils se font rattraper par du financement. Donc, ça devient bien difficile de mordre la main qui te nourrit. Et je pense que les universités, malheureusement, c'est encore la même recette de la privatisation. Tu coupes le financement, fait que les universités sont sous-financées, fait qu'ils essaient d'aller se chercher du financement du côté du privé, mais ça vient avec des contraintes. Et ça fait en sorte que ça balise un peu la recherche. Fait que la recherche peut quand même rester très intéressante, avoir des applications, mais ça fait des trous de recherche. Je dirais ça plus comme ça. Il y a des trous de recherche parce que ces secteurs-là n'ont pas d'intérêt pour le secteur privé ou même pire, nuisent au secteur privé. Jamais le privé, quand il va financer de la recherche, va accepter de financer de la recherche qui nuit à sa business. Jamais, jamais, jamais ça va arriver là. Donc, il faut qu'on redresse cet état de fait-là. Il faut que les universités reçoivent un plus grand financement pour se permettre une plus grande indépendance dans le choix des recherches. Si des chercheurs veulent chercher dans une section précise, mais ils ne sont pas capables d'avoir le financement pour faire leur recherche, ça ne durera pas longtemps, là. Donc, et quand l'université, moi je le sais, là, ça commençait, les projets de recherche, les universités exigeaient
en fait, c'est CRSNG, c'est le Canada. Ça vient du Canada, qui a aussi une très grande vision de privatisation depuis longtemps, exigeait que le secteur privé finance. S'il n'y avait pas de financement du secteur privé, le CRSNG ne finançait pas. Donc, dans certains cas, Hydro-Québec était considéré comme privé, donc on pouvait avancer, mais ça ne fait pas de sens, cette vision-là, que s'il n'y a pas de privé, le projet n'est pas financé. S'il y a un grand intérêt pour le bien commun, le projet devrait être quand même financé. Est-ce que je peux rappeler un événement récent là-dessus, lors d'un débat sur l'énergie, qui va dans le sens de ce que tu dis, il y a quelqu'un qui a souligné qu'un des experts en énergie les plus visibles, puis qu'on entendait le plus souvent, avait une chaire financée par à peu près toute la liste des pétrolières puis des gazières qui existent au Canada. Et quand ça a été souligné, je ne dirais pas par qui, ce fait-là, on avait un expert en énergie financé par le pétrole, quand ça a été souligné, il y a eu des protestations de la part d'autres intellectuels qui ont dit n'allez pas croire que celui dont on parle pense ce qu'il pense à cause qu'il a été acheté par les pétrolières. Là-dessus, Martine Ouellette avait répondu c'est bien ça le problème. La question, c'est que les pétrolières, ils financent ceux qui pensent comme ils le doivent. C'est quoi la question? Que c'est l'argent qui les fait penser. C'est on trouve ceux qui pensent correctement, puis c'est là que l'argent va. Ce que vous aviez dit dans cette circonstance-là, qui était un petit peu tendu, parce que là, on touchait à l'intégrité des chercheurs. L'intégrité des chercheurs ne peut pas être mise en doute. Mais le pire, c'est que le chercheur en question a été financé parce qu'il pense ça. Je m'excuse, votre question. Vous avez parlé pour les contrats vendus aux États-Unis. Ça coûtait 1,7 milliard pour avancer les lignes. Est-ce que ça se peut que la ligne pour construire la ligne de transmission du centre à New York, ça coûterait 7 milliards? Moi, je parle du coût au Québec. Le coût aux États-Unis, ce n'est pas un coût qui est un coût d'Hydro-Québec. C'est un coût qui est assumé par les partenaires américains. Là, je n'ai pas tout le détail de leur coût. Puis d'ailleurs, c'est très, très contesté. Là. Ces deux contrats d'exportation-là sont extrêmement contestés par les États-Unis. Ils sont contestés parce qu'ils ne veulent pas de ligne électrique. Puis c'est contesté aussi parce que, pour toutes sortes de raisons, les Américains sont très protectionnistes. Fait qu'eux autres achètent de l'électricité, d'ailleurs, là, ils n'aiment pas ça. Ils veulent, acheter chez eux ce qu'ils produisent chez eux. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'on pourrait, résilier ces contrats-là sans trop de conséquences, parce que c'est déjà extrêmement contesté aux États-Unis. Les travaux de construction avaient été arrêtés pendant plusieurs mois. Ils viennent de recommencer. Là. Donc... Oui, madame. L'été dernier, il y a eu une consultation là, sur le projet de loi sur l'avenir énergétique pour moderniser le cadre légal qui est réglementaire du secteur québécois de l'énergie. Puis là, y a-t-il un dépôt d'un projet de loi? On en est où? Puis c'est un peu obscur, il me semble, cette démarche-là, puis il n'y a pas vraiment de consultation finalement, il n'y a pas vraiment de... Je voudrais que le gouvernement va comme sortir ça encore de son chapeau puis mettre des baillons. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. En vue de privatiser davantage, moderniser, c'est-à-dire ouvrir des voies sur... Ben, ils nous disent pas les vraies affaires. Ils font semblant de consulter pour essayer de contenter les gens. Puis après ça, les grosses affaires qu'ils veulent faire, là, comme là, le changement que Benoît Charette va faire pour empêcher les villes de légiférer sur les futurs quartiers résidentiels. Hey, il fait ça par règlement, il ne consulte pas personne. Là. C'est même pas voté à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition n'auront même pas leur mot à dire. Même s'ils sont majoritaires, au moins quand tu as le mot à dire, tu peux tranquillement dire ben, c'est une aberration, puis l'autre a de l'air un peu fou, fait que maintenant, il accepte d'avoir de l'air fou, ben non, il change d'idée pour ne pas avoir l'air fou, tu sais. Mais il n'y a même pas ça, là. C'est juste un changement réglementaire. Puis là, il y a Fitzgibbon qui va supposément déposer, j'essaie de le suivre, là, quand est-ce qu'il va le déposer, son projet de loi pour permettre à TES Canada et d'autres comme elle de vendre de l'électricité. On est en train de faire une brèche. Là. Ce que René Lévesque a fait, il doit être avec Jean Lesage, il doit être en train de se retourner dans leur tombe, ces deux hommes-là, parce qu'ils sont en train de tout défaire ce qui avait été fait et ce qui a fait le succès économique, parce que ça nous a permis vraiment de développer au Québec, de choisir les industries qui s'en venaient, de développer nos régions comme on voulait.
le succès social, parce que ça a permis d'avoir le même tarif d'électricité partout au Québec. Si c'est privé, vous n'aurez pas le même tarif d'électricité partout au Québec. Oubliez ça, là. Les gens qui vont être en bout de rang, là, ça va leur coûter une fortune de se brancher. Et le succès environnemental, parce qu'on a fait le choix de l'hydraulique. Puis même si Hydro-Québec est loin d'être parfaite, je peux vous dire qu'elle est de loin extraordinairement meilleure que toutes les pétrolières. OK? Donc, ils sont en train de détruire ce modèle-là par un simple projet de loi qu'ils n'ont jamais mis de l'avant en campagne électorale. Je veux dire, c'est hallucinant. Puis Test Canada, j'ai oublié de le dire tantôt, parce que là, tout est dans tout. C'est qui est en arrière de Test Canada, savez-vous? Power Corporation. Et là, c'est direct, là. C'est direct parce que c'est un ancien Power Corporation qui est PDG. C'est... En plus, c'est à Shawinigan. C'est à Shawinigan. Fait que c'est vraiment, là... c'est le retour. Fait il faut absolument pas que ça se fasse, là. Il faut qu'on réussisse à bloquer ces aberrations-là qui est en train de se faire. Puis vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Tesla. Emiliano. Oui, ben bonjour. Merci beaucoup pour vos réponses, pour votre présentation. Vous avez beaucoup mis l'accent sur énergie, l'enseignement gaz métro. Et je me demandais si vous avez remarqué les tentatives dernières des gaz métro d'énergie de greenwashing. Donc, déjà le changement de nom, comme avait fait British Petroleum, qui a changé à Beyond Petroleum. C'est pas du tout vrai parce qu'il continue à explorer du pétrole, mais à la fois les tentatives d'injecter 0,1% de gaz renouvelable dans les réseaux et appeler cela dans les gaz normaux, conventionnels, et l'appeler du gaz renouvelable, mais aussi dans la publicité, parce que les greenwashing, d'habitude, c'est de mettre en évidence, de sur-représenter de manière positive un aspect, alors que les 90% des autres choses que tu fais sont polluantes. Et les seules publicités qu'on voyait des gaz métro, c'était des gens qui prenaient la douche, à un moment donné, l'eau finissait, et les gars qui étaient dans la douche disaient à sa blonde, peux-tu produire de l'électricité? Et sa blonde allait peler les carottes pour... parce que les carottes vont devenir du compost et on va produire du gaz renouvelable. Mais les seules publicités qu'on voyait, c'était ces publicités-là. Donc, c'était du greenwashing à 100%. Je me demande si vous avez... Quelle est votre opinion? Ça fait partie... Parce que c'est un peu... Les compagnies pétrolières et tous ces grands producteurs, avant, ils disaient à les scientifiques, il n'y a pas de consensus sur le changement climatique. Mais aujourd'hui, ils vont avec des discours qu'on appelle les solutionnismes fossiles. Donc, les combustibles fossiles font partie de la solution. C'est ça. C'est la nouvelle rhétorique. C'est la nouvelle rhétorique, c'est de la propagande, c'est de la désinformation, c'est du greenwashing, éco-blanchiment. Et Gaz Métro ne fait pas partie de la solution, fait partie du problème. Il fait partie du problème à plus d'un titre. Et je me suis même demandé en voyant ces publicités-là, si, mais tu sais, à un moment donné, le temps étant ce qu'il est, là, mais s'il n'y aurait pas possibilité de faire des plaintes au CRTC parce que les publicités se doivent de ne pas être fallacieuses. Et là, quand on prend un petit 5% pour le 90% de gaz de schiste, puis le gaz de schiste, c'est le plus polluant de la planète, là, puis c'est le plus émetteur de gaz à effet de serre, ben, en quelque part, c'est de la désinformation qu'ils font à travers leur publicité. Puis Hydro-Québec, puis je suis triste de le dire, parce que moi, Hydro-Québec, je vous dis, c'est une belle entreprise. Il y a de l'expertise là. Les employés qui sont là pour le bien commun. Mais malheureusement, à la direction d'Hydro-Québec, on a eu des gens qui ont été là pour instrumentaliser Hydro-Québec depuis trop longtemps, puis qui font des publicités avec le coach du Canadien. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein? Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, je me suis dit, si j'avais un peu plus de temps, là, je t'aurais rempli une plainte au CRTC qui s'en vient dire, ben là, si vous voulez, il faut produire plus, puis il faut produire plus, puis si vous voulez scorer, faire des buts, il faut produire plus. Mais qu'est-ce qu'il connaît, lui, à l'électricité? Qu'est-ce qu'il connaît à la situation énergétique du Québec?
Il ne produit pas plus pour la décarbonation. On produit plus pour vendre à perte aux États-Unis, c'est des subventions déguisées, puis pour attirer au Québec des entreprises avec même pas de valeur ajoutée qu'on va encore subventionner. Mais non, mais tout ça, c'est pas bon pour nous, là. Fait que, puis là, ils disent qu'il faut produire plus pour la transition énergétique. C'est faux. On a assez d'électricité pour la transition énergétique si on arrête de la gaspiller sur des mauvais projets. Fait que c'est des annonces qui sont trompeuses. Celle de Gaz Métro, celle d'Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec pourrait être tellement un moteur extraordinaire pour la transition énergétique avec une vraie volonté de sortir le gaz et le pétrole. Puis quand les gens disent « Oui, mais là, il va falloir faire... » C'est le discours bien, il va falloir faire des gros sacrifices. Tu sais, la population, là, ils ne veulent pas faire de sacrifices. Je vous le dis, la première étape, là, il n'y en a pas de sacrifice à faire. Il ne fera pas plus froid chez vous là, parce que vous chauffez à l'électricité que vous chauffez au gaz. C'est pas vrai. C'est sûr qu'après ça, quand on va vouloir aller plus loin, là, on va dire, regarde, on va avoir fait là, le 80-20, on va avoir fait le 80, là, le 20 qui va rester, là, oui, il va peut-être falloir changer nos habitudes, arrêter la surconsommation, il va falloir planifier des circuits courts. Je sais que j'ai quelqu'un qui est en agriculture ici. En agriculture, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire en favorisant l'agriculture de proximité. Il y a des choses, il y a quand même de l'impact au niveau agricole, au niveau des gaz à effet de serre. Puis on est capable de faire ça. Puis il y a plein de projets expérimentaux, puis même qui fonctionnent au Québec, de gens qui ont changé complètement le modèle de l'agriculture, de ne plus être dans l'agriculture industrielle, mais dans l'agriculture qui produit plus de la nourriture, puis où on mélange les différentes sortes de cultures, avec moins de grosses machineries lourdes, l'agriculture de proximité. On est capable de faire ça. C'est pas sorcier, là, puis ça prend pas des fortunes. C'est juste une façon différente de voir les choses. Puis c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui sont habitués de prendre toute la glace, qui vont prendre moins de place, mais, je veux dire, c'est pour le bien commun. Puis ces gens-là, c'est rendu des gros industriels agricoles, là. On ne peut plus continuer à se permettre que les Monsanto de ce monde décident, c'est rendu Bayers, là, décident de comment on va faire notre agriculture. On ne devrait pas accepter ça. Monsieur derrière. Merci pour la présentation. Parlez fort. Fort, vous dites? Oui. Est-ce que y a-t-il moyen de stopper cette privatisation-là? Nous, en tant que citoyens, on peut faire quelque chose, on est un peu aux aléas de ce qui se passe auprès du gouvernement, ces choses-là. Bien, certain qu'on peut faire des choses. Et on a réussi dans bien des cas. On a réussi à en bloquer des mauvais projets. Rabaska, GNL, EnergiES, parce que les citoyens se sont mobilisés. Les citoyens ont fait des manifestations et ont fait de la pression sur leurs élus. Mais je vous dirais que, en quelque part, il faut chanter. J'entendais des gens des partis verts en Europe qui disaient c'est plus le temps d'essayer de convaincre les élus pour la question, par exemple, des changements climatiques ou de l'environnement. Il faut les changer. Fait que c'est nous qui décidons qui est à la tête du gouvernement. Et nous autres, c'est pour ça qu'on a décidé de fonder un nouveau parti, parce que repartir à neuf, là, c'est quelque chose, là. Surtout dans le fonctionnement actuel, où les partis émergents sont extrêmement défavorisés, sont pas couverts médiatiquement, c'est assez antidémocratique, mais pour l'avoir fait, essayer de travailler à l'interne. J'ai travaillé à l'intérieur du Parti québécois pendant 30 ans, comme militante, ensuite comme députée, comme ministre, pour me rendre compte que même rendu ministre des Ressources naturelles, où on avait pris des engagements électoraux, bien, il y a un grand nombre de ces engagements-là, qu'une fois rendu au gouvernement, bien, la première ministre ne voulait plus remplir ses promesses. Donc, ça ne marche pas, ça, parce qu'elle s'est trop laissée influencer par les lobbies économiques. On avait pris des engagements, les gens ont voté pour nous. Entre nous, ça, c'est un peu dur à comprendre. Vous avez été élu par les étudiants en promettant de baisser, qui demandaient baisse des frais de scolarité, retirer la taxe santé, fermer Gentilly, augmenter les tarifs miniers, mettre un moratoire sur les gaz de schiste. Mettre un moratoire sur les gaz de schiste, créer une 5e braquette d'impôts.
c'est les 300 000 étudiants qui font votre propagande. Vous êtes élus, vous faites rien de ça, sauf Martine Ouellette qui a fermé Gentil. On a fermé Gentil. C'est dur à comprendre, ça. Vous pouvez bien dire maintenant, il faut changer de gouvernement, mais la dernière fois que les étudiants l'ont fait, ça n'a pas été terriblement payant. C'est dur à comprendre, puis si je vous le dis, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre de l'intérieur, très dur à vivre de l'intérieur. C'est vrai qu'on était minoritaire, mais ce n'est pas une excuse. Non. Parce qu'il y a bien des choses qu'on aurait pu faire, et on aurait pu au moins les amener au vote. Et si le vote passe pas, ben là, le vote passe pas. Et donc, je pense qu'il y a bien des choses que le vote aurait passé, puis il y a bien des choses qu'on pouvait faire sans le vote. Comme je vous disais, des projets de règlement, il n'y a pas de besoin de vote à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, et ça, c'est sûr que ça a participé au cynisme. Ben oui. Et moi, ça le fait que je n'ai plus eu confiance à la façon de fonctionner. Mais la démocratie, on dit souvent que c'est le moins pire des systèmes. Et ça prend bien une organisation pour gérer, parce qu'on ne peut pas gérer à 8 millions de personnes un État. Donc, ça prend un gouvernement et c'est à nous de se donner un bon gouvernement. Et c'est là qu'il faut pousser le cynisme de côté. Et je vous dirais là-dessus, les journaux ne nous aident pas. Les journaux ne nous aident pas, puis les télévisions ne nous aident pas, parce qu'ils participent à la propagande du cynisme. Pourquoi? Parce que plus les citoyens seront cyniques, plus ils abdiqueront, plus ils laisseront la place vide. Et vous savez que la nature a horreur du vide, et plus cette place-là sera occupée par les lobbyistes. Donc, les grands propriétaires de médias ont tout avantage à vous faire croire que tous les politiciens, c'est tous du pareil au même. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut changer les choses et ça peut se faire assez rapidement avec une volonté citoyenne. Est-ce que vous aviez levé la main ou j'ai... Non. Non. Alors, monsieur, ici. Ouais. Pour revenir un petit peu sur le modèle capitaliste, il y a quand même une forme d'organisation qui part des citoyens, des coopératives. En Californie, actuellement, la Californie est maintenant autosuffisante. Question énergétique. Elle a une surcapacité de production à partir des énergies non renouvelables, éoliennes. Et ce que je crois voir, maintenant je ne suis pas un spécialiste, mais je lis quand même un petit peu là-dedans, et on voit des régions, des villes, des communautés en Californie actuellement qui se développent autour de l'idée d'une privatisation très locale, de type coopératif, où les gens se mettent ensemble, ils produisent leur électricité par des panneaux solaires, il peut y en avoir aussi par des éoliennes, ils stockent l'énergie localement, parce que maintenant ça devient avec surtout les batteries lourdes au sulfate de fer, là, qui sont assez volumineuses, puis qui coûteront pas cher, Donc ils constituent eux-mêmes, localement, des groupes communautaires de producteurs d'énergie. Ce pas des multinationales, c'est des petits producteurs, et elles redistribuent à leurs voisins. Donc il y a un aspect communautaire qui actuellement, le problème de la Californie, c'est qu'ils n'ont pas les lignes pour exporter. Alors, c'est un modèle d'organisation qui peut être intéressant, ça, l'aspect communautaire, où ce n'est pas des grosses multinationales qui viennent ici. C'est sûr que c'est comme le début d'une institution publique, parce que c'est communautaire, mais nous, au Québec, on est déjà bien en avant de ça, étant donné qu'on a Hydro-Québec. Et l'avantage, c'est qu'il y a une expertise, parce que c'est sûr que dans ces communautés-là, il faut qu'ils développent leur expertise, puis ils n'ont pas la masse critique nécessairement tout le temps, puis ils n'ont pas les lignes. Et donc, nous, on a déjà Hydro-Québec qui est une institution publique. Donc, dans le cas du Québec, puis que les barrages sont loin, puis qu'on a une possibilité, en Californie, ils n'ont pas des rivières comme on a ici, là. Donc, on a déjà cette expertise-là. Et là, c'est sûr qu'il peut y avoir diversification vers l'éolien, éventuellement vers le solaire, mais le solaire, comme je disais, pour le Québec, moi je pense qu'on devrait en avoir un peu pour avoir une vieille technologique, au moins pour suivre ce qui se passe, puis peut-être qu'un jour,
Le solaire deviendra intéressant pour le Québec parce que les matériaux se sont développés, puis les prix auront baissé, mais puis qu'à un moment donné aussi, il y a une limite là, aux rivières qu'on peut harnacher, puis on ne veut peut-être pas toutes les harnacher, les rivières non plus. Là. On peut décider que certaines rivières, on veut les garder, on veut les préserver parce que c'est important. Donc, il y a un choix à faire. Puis ce choix-là n'est pas facile à faire. Et ce n'est pas juste l'argent qui doit dicter ce choix-là, c'est la préservation aussi des écosystèmes, la diversité des écosystèmes, puis il faut tout mettre ça en balance. Et c'est pour ça que les mieux placés pour faire ce genre de choix-là sont des institutions publiques. Martine. Oh, je me suis. Oui, monsieur. Merci. Merci. Super intéressant et important de dénoncer, de vulgariser cette situation-là. En m'en venant tantôt en voiture, j'entendais qu'il y aurait, il enlèverait la subvention des voitures électriques. Cette année, c'est 7 000, avant ça, en décroissant. Et puis, les commentaires qui étaient dits par les commentateurs, c'était qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller chercher? Parce que monsieur, madame, tout le monde, dans notre quotidien, surtout à Québec, on a besoin d'une voiture. Est-ce qu'elle va être électrique? La prochaine que je vais m'acheter va-t-elle être électrique? Mais il semble dire que ça va devenir peut-être trop coûteux, ou en tout cas, il enlève les subventions. Puis ensuite, ce que j'ai entendu, c'était qu'il y a même une augmentation des voitures VUS qui roulent actuellement. Il n'y a pas eu une diminution, il y a eu une augmentation. Alors moi, je me dis, les grandes compagnies fabricantes d'automobiles, ils se situent où là-dedans? Parce que moi, je me dis, ça c'est dans le quotidien, l'utilisation d'une voiture. Alors là, on peut faire le parallèle avec le transport en commun, l'importance du transport en commun. Comment on va informer, comment on va se situer là-dedans au niveau de consommation de la voiture quand il y a on va enlever les subventions, une incitation à avoir une voiture électrique. Ben là, on le voit, là, la CAQ n'est pas du tout dans la vraie transition énergétique parce que on n'a pas encore assez de voitures électriques au Québec, ça aurait dû évoluer beaucoup plus vite. On n'a pas encore assez pour dire on va arrêter les subventions. Là. Et s'il y a une augmentation des VUS, ben, le transport en commun, c'est pas amélioré fort à Québec depuis une couple d'années. Hein? Le projet de tramway a traîné. Les coûts ont explosé comme ça n'a pas de bon sens parce que ça a été super mal géré, cette affaire-là. Ils faisaient des appels d'offres, il n'y avait même pas de concurrence. C'était n'importe quoi, ce projet-là. Je m'excuse, là. Moi, j'aime beaucoup Québec, puis je pense que Québec a besoin de transport en commun, mais un projet mal géré, puis mal parti comme celui-là, sorti d'un chapeau après une élection, ça avait l'air d'être piloté par en arrière, par Alstom, là. Ben, ça donne ce que ça donne, puis ça fait pendant ce temps-là, ça avance pas le transport en commun à Québec, alors que si on avait embarqué sur le tramway sans rail intelligent, ben on aurait, pour 9 fois moins cher, on aurait déjà du transport qui est beaucoup plus facile à construire parce qu'il n'y a pas de dalle de béton, pas de rail, pas de fil, et des équipements qui existent déjà là, à grandeur de la planète. Les technologies de batterie, c'est connu. Donc, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté politique. Tout doit partir de la volonté politique. Ce n'est pas des choses que l'entreprise privée peut faire toute seule. C'est pas payant. Ça prend de la subvention, ça prend un État qui va décider que oui, on va mettre de l'argent public dans ça. Et après ça, si on décide, par exemple, que c'est le tramway sans rail intelligent, bien, le privé a tout à fait sa place, là. Le privé va avoir sa place pour livrer la marchandise, pour construire les équipements. C'est pas une société d'État qui va construire les wagons, là, les unités. Donc, il y aura des contrôles privés, mais pour ça, il faut s'assurer de la surveillance, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, qu'il y ait une compétition, regarder ce qui se fait à travers le monde pour s'assurer qu'on a un bon prix, pas des prix qui explosent comme avec Alstom, qui était tout seul sur la glace, puis qui pouvait se permettre de sortir n'importe quel coup, là. Ça n'a pas de sens. Donc, comment ça se fait que notre État n'est plus capable de faire une saine gestion? Ben, la réponse, c'est parce que tout le monde a été coupé. Je veux dire, c'est quasiment voulu. Je vais vous donner l'exemple du ministère du Transport. Là.
Ils ont coupé dans le ministère du Transport. Fait qu'il n'y avait plus de monde pour faire la surveillance de chantier, il n'y avait plus de monde pour préparer les appels d'offres. Puis ça, c'est volontaire, parce qu'ils ont voulu privatiser ça. Fait que là, c'est la compagnie A qui prépare l'appel d'offres, c'est, mettons, la compagnie B qui réussit à l'avoir, puis c'est la compagnie C qui fait la surveillance de chantier. Ça, c'est pour le premier projet. Pour l'autre projet, là, ils changent de place, ils changent de rôle. BCA. Fait que, pensez-vous vraiment que la compagnie qui fait le suivi sur le chantier, quand la compagnie C, là, qui suit la compagnie B, quand elle va faire son chantier, mais qu'elle va se faire suivre par la compagnie B, non, ça ne marche pas. Là, ils sont en conflit d'intérêts. Ils sont en conflit d'intérêts. Ça prend des gens de l'État qui vont aller faire de la surveillance sur le terrain, de la construction. Tu sais, nos routes, là, tout le monde dit, ah, c'est bien épouvantable, les routes, l'État des routes au Québec, tu traverses la frontière, là, au Vermont, puis d'un coup, hey, la route est belle. Même température, c'est pas la température, là. C'est parce que quand ils font le coulage pour le béton, moi, je sais, j'étais chez Hydro-Québec, là, ben, ils mettent pas la densité nécessaire parce que ça coûte moins cher. Ben, les routes, ils tiennent pas. Ça prend de la surveillance de chantier. Je le dis souvent, les gens qui dirigent les entreprises, c'est les mêmes qui conduisent leur auto sur les autoroutes. Pensez-vous que si on n'avait pas de police sur les autoroutes, tout le monde respecterait la limite du 100 km/h? Ben non! Où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Puis les gens, ils conduiraient bien plus vite si il n'y avait pas de ticket. Puis les points de démérite aussi, hein, parce que ceux qui ont de l'argent, ils paieraient les tickets, mais les points de démérite, ça marche aussi, là. Bien, ça prend la même chose au niveau des dirigeants d'entreprise. Il y a bien des entreprises qui sont bien correctes, puis ils veulent les respecter, les règles. Il s'agit d'en avoir une qui ne respecte pas les règles. Ton entreprise qui ne respecte pas les règles, là, d'environnement, mettons, bien, elle, ça va coûter bien moins cher. Fait qu'elle va vendre son produit bien moins cher. Fait que les autres, s'ils veulent concurrencer puis ils veulent continuer à vivre, bien, ils vont être obligés aussi de ne pas respecter les règles. Même s'ils voudraient, parce que sinon, ils vont se faire sortir de la business. Fait que ça en prend de la surveillance. Fait que la déréglementation qui a été mise en place par Lucien Bouchard, par Jean Charest, Couillard et compagnie, dire qu'il va y avoir de l'autocontrôle des entreprises. Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est juste pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent et de se fermer les deux yeux. Fait qu'on a tellement coupé dans le personnel de l'État qu'ils n'ont plus de monde pour faire le travail qu'ils devraient faire. Fait que je dis souvent, ça ne prend pas moins d'État, ça prend juste mieux d'État. Juste avant, monsieur, je ne vais pas finir par une plaisanterie, mais sur les compagnies A, B, C, dans mon village, on a construit un centre communautaire. La compagnie A a fait un mauvais plan. La compagnie B a dit le plan était tellement mauvais que ça nous a coûté plus cher que prévu, donc on poursuivait la municipalité. Alors la municipalité a dit à la compagnie C qui les surveillait, pourquoi vous ne nous avez pas dit que la compagnie B avait ça? La compagnie C a répliqué en poursuivant la municipalité. Vous voyez, ça n'a pas de sens, on ne peut pas laisser faire ça. Oui, monsieur. Une dernière question. Une dernière question. On parlait de transport en commun. J'habite en région. Donc, on est dans les Hauts de Montmagny, on dit. Donc, je suis au sud une demi-heure de route à peu près. Donc, dans mon coin, si on n'a pas de voiture, on irait des déchets. Donc, je voulais savoir comment vous avez. Je suis conscient que le transport en commun est important, mais en région, comment on fait? C'est sûr que c'est plus limité en région. Moi, j'ai l'exemple de Rimouski qui s'est développé là, avec le Conseil régional en environnement. Ils se sont développés, oui, ils ont le centre-ville, mais c'est aussi très, très étendu. Et différentes approches. Donc, pas... bon, c'est sûr que quand on parle de TSRI, il y a plus de volume, les autobus, encore trop de volume dans votre cas, mais il pourrait avoir dans certains cas des petits autobus, il peut avoir aussi des autos, mais on ne pourra pas éliminer, moi je ne pense pas qu'on va éliminer 100% des automobiles, je pense que ce n'est pas possible avec le territoire qu'on a, avec la grandeur du territoire, puis l'occupation du territoire c'est important aussi. Là. Donc on n'éliminera pas 100% de l'automobile, mais je pense qu'il y a moyen de réussir à rejoindre des secteurs où il y a quand même des groupes de population
pour faire une partie de trajet. Mettons, je ne sais pas, là, je ne connais pas ton endroit, mais mettons qu'il y a un village, ben, à partir du village jusqu'à Québec, d'avoir une certaine fréquence avec un véhicule de plus petite taille qui permet aux gens qui veulent aller à Québec, puis après ça, il pourrait y avoir des autos en libre-service qui permet aux gens de pouvoir se rendre jusqu'à la maison. Donc, il faut penser le transport différemment de ce qu'on fait avec seulement que la voiture privée. Il y a déjà les communautés qui ont été développées. Il y a les Bixi qui sont beaucoup utilisés plus dans les centres urbains. Fait on peut penser à des approches plus diverses, adaptées, mais je ne rêve pas en couleur de penser qu'on va éliminer 100% des automobiles. Je pense que ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que l'électrification permet de combler ce volet-là. Il restera quand même des voitures privées, mais si on améliore beaucoup le transport en commun, qu'on diminue de façon importante, est-ce que les ménages ont besoin d'avoir 2 puis 3 automobiles? S'il y a un bon transport en commun, ben le transport en commun peut servir, puis il peut peut-être avoir une seule automobile par ménage. Ça a déjà été ça à d'autres époques, puis les gens s'arrangeaient. Donc, je pense qu'il faut être réaliste dans ça, mais il y a un grand bout de chemin qu'on peut faire, là, un énorme bout de chemin. Alors, je remercie tout le monde qui sont venus assister à cette rencontre. Je remercie Martine Ouellette. Un grand merci pour l'invitation.